questions musicales, sonores dans le milieu audiovisuel, le contexte audiovisuel. Et puis c'est fait aussi grâce à la contribution de ce prestigieux observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique. Je vous épargne l'acronyme. Alors, sans plus tarder, je te laisse le stage. Merci. Merci à tous d'être venus. Je voudrais vous remercier pour votre présence. J'ai quand même beaucoup de contenu de préparer et je vais être épaulé par mon collègue Louis-Martin Gay, professeur à la Faculté d'aménagement en design de jeu, avec lequel j'ai travaillé la question sur les hybridations historiques, esthétiques et culturelles entre le heavy metal, mais le metal plus largement sous toutes ses variantes. Pour un aperçu de ces variantes-là, vous pouvez regarder les documentaires réalisés par Sam Dunn, un anthropologue canadien qui a travaillé sur la question, sur les sous-cultures métal. Donc, le deuxième est Global Metal et le premier Headbanger's Journey. Il y a la série télévisée aussi maintenant. Il y a la série télévisée aussi. Bon, tu pourras nous en parler dans quelques minutes peut-être. Mais c'est cool. Donc, Sam Dunn. Alors, cette double vie dont Serge parlait, c'est une vie à laquelle j'ai participé, disons, plus activement dans le passé. Donc, j'ai fait partie de groupes de musique, plusieurs groupes de musique métal dans le passé. Celui, en fait, qui a mieux marché, c'est un groupe qui s'appelait Dreamcatcher au départ. Donc, voici moi à l'époque. J'avais des cheveux, j'avais moins de barbe, etc. Finalement, on a changé de nom. On avait sorti un EP, donc Wanderer of the Ocean. Et ensuite, on a sorti un album complet en 2009 sous le nom Soul Cage, parce qu'il y en avait déjà plusieurs Dreamcatcher sur la scène métal. Donc voilà, on a sorti notre album Soul Cage, qui est encore disponible d'ailleurs sur l'iTunes Store, donc vous pouvez l'acheter pour 9,99 $. Pas vraiment de la pub, honnêtement. Je veux dire, si vous aimez ça, tant mieux, mais on ne peut pas dire qu'on fait de l'argent avec ça, disons. Pour vous donner peut-être une petite idée de quel genre de métal je fais, parce que c'est une musique qui est extrêmement diversifiée, qui passe, pour les connaisseurs, qui passe du black au death, au stoner, doom, symphonique, mélodique, etc. Nous, le genre de métal qu'on faisait, c'est ce qu'on va appeler le power metal de l'inspiration l'Europe du Nord, scandinave et aussi allemande, disons. Donc, je vous fais jouer un petit extrait d'une chanson. C'est ce genre de métal-là qu'on faisait. Donc, on n'était pas dans le guttural, on n'était pas dans les death growl, on n'était pas... Bon. Donc, voilà un peu pour le frame général dans lequel je place mon parcours. Ceci dit, même si j'ai un parcours comme musicien à l'intérieur d'un groupe, je ne me définis pas comme étant un musicien. Je n'ai pas de formation en musique. Je n'ai même pas fait de guitare en secondaire 2, pour des raisons obscures, mais je reviendrai bientôt. Parce que vous verrez que ça fait partie de ma réflexion, en fait. Donc, j'ai juste ramassé une guitare, en fait une basse d'abord, joué la basse dans Soul Cage. Donc, j'ai ramassé une basse puis une guitare éventuellement et expérimenté avec ça pour voir un peu comment ça allait. Quand j'étais jeune, j'ai eu un Walkman, mais le premier Walkman que j'ai eu, je l'utilisais pour écouter de la musique de jeux vidéo que j'enregistrais avec un petit tape recorder parce que je tripais là-dessus. Et là, je me trouvais bien bizarre, ou peut-être que des gens me trouvaient bizarre, en tout cas, ça me paraissait bizarre comme hobby. Là, je me suis mis à écrire de la musique, puis à un moment donné, on me disait constamment « Ouais, OK, bon, tu sais, j'ai découvert le métal vers 16 ans à peu près, avec le power metal mélodique, donc le genre que je viens de vous montrer. Et j'écrivais des chansons et les gens me disaient « Ça sonne jeu vidéo, ton affaire. » Mais ils disaient ça d'une façon positive. Donc, c'était pas « Ah, ça sonne jeu vidéo, voyons donc, le métal, c'est méchant. » Non, c'était pas ça du tout. Et je me greffais à des groupes comme ça. Je formais des groupes avec des amis à moi. Ils tripaient aussi sur les jeux vidéo en plus du métal. C'était normal, on était des amis et tout ça. Je rencontrais des étrangers pour faire partie d'un groupe de métal. Ils tripaient sur les jeux vidéo aussi. Et ils connaissaient tout. Ils tripaient sur Tolkien, ils tripaient sur Megaman. Bon. Fait que là, à un moment donné, à force de répétition de l'événement, je me suis dit, comment ça se fait que tous les métalleux tripent sur les jeux vidéo? Ou, bon, toutes, c'est peut-être un peu exagéré, mais comment ça se fait qu'il y a une proportion parmi les métalleux qui tripent beaucoup plus sur les jeux vidéo que dans d'autres segments de la population? Quand j'étais avec mon groupe Soul Cage, on était évidemment la plupart du temps dans une relation de type professionnel, c'est-à-dire on répétait nos chansons et tout ça.
Mais une fois de temps en temps, on faisait une activité sociale qui consistait à aller dans le salon ou aller dans le gazebo dehors l'été pour jouer à Megaman. Puis notre cri de ralliement, c'était 1, 2, 3, Megaman! Pour un groupe métal. Ça fait un peu bizarre. Pourtant, moi, je trouve pas que ça fait bizarre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont des amateurs de métal et qui sont des amateurs de jeux vidéo qui vont pas trouver que c'est bizarre et qui vont dire ça fit. La dame qui est responsable du Carrefour des Arts et des Sciences, à qui j'ai parlé tantôt, je lui dis elle me dit je vais être là, je vais écouter un peu parce que bon, le métal et le jeu vidéo, ça va ensemble. Je dis, ben oui, c'est évident. Chaque fois que je parle de cette idée-là, tout le monde dit ben oui, c'est sûr. Ah oui, moi, même s'ils sont pas gamers eux-mêmes ou qui ne trippent pas sur le métal eux-mêmes, ils vont connaître beaucoup de leurs amis qui sont gamers qui trippent sur le métal aussi. Fait que tout ça, c'est effing metal. Ce que je vous présente là, donc, c'est issu de travaux de recherche qu'on a entrepris, Louis Martin et moi. J'avais commencé à réfléchir sur la question de la musique dans le jeu vidéo 8 bits. Donc, il y a des raisons historiques qui sont derrière ça, derrière cette convergence et cette hybridité naturelle. Ça, c'est quelques-uns des articles et des communications qu'on a fait ou que j'ai fait sur la question. Maintenant, on est à l'Université de Montréal, au Carrefour des Arts et des Sciences. On s'apprête à avoir une rock-conférence sur le métal et le jeu vidéo. Prenons le temps d'apprécier ce que ça signifie. Il me semble qu'on vit un moment historique. Jamais la culture populaire ne sera rentrée de façon aussi fracassante à l'intérieur des murs de l'Université de Montréal, à part peut-être depuis le moment où on est passé d'une université religieuse à une université laïque, je ne sais trop. Donc, on pourrait peut-être bien rebaptiser l'U de métal et faire « Up the horns ». Up the horns, then. C'est un moment historique et il n'en tient qu'à nous d'en faire un vrai théâtre de la rencontre de ces cultures-là à l'intérieur des hautes sphères de la connaissance, comme on dit, bref. Donc, moi, je vous inviterai, si vous en avez le goût, pendant les blocs de prestations musicales qui vont avoir lieu, à vous lever et à venir trasher. Il me semble que ce serait trippant. Donc, est-ce qu'on va oser aller là? Est-ce qu'on va oser pousser là aujourd'hui? On peut se regarder, on peut y penser. Moi, je vais être en avant, je vais essayer de rocker comme je peux. Donc, comme je disais, je suis un professeur ici en cinéma, spécialité scénarisation interactive, études du jeu vidéo. J'ai été musicien, je tricote, je fabrique des trucs avec de la musique, mais je ne me définis pas comme étant un musicien. Alors là, il y a une dimension recherche-création à ça qui vient, ma prestation live, on verra, j'essaye. Ma musique, c'est de l'expérimentation avec le son. Je vais détailler ça un petit peu vers la fin de la conférence. On va d'abord commencer par tracer le portrait de ces influences réciproques-là. Et il y a aussi même brancher la salle, ça a été tout un travail de recherche-création. Merci à Ariel d'ailleurs d'avoir assuré la technique derrière cet agencement complexe qui est vraiment un clusterfuck, comme on dit, sur Internet. Donc, sans plus tarder, passons au premier bloc de présentation parce que je pense que le message va passer beaucoup plus clairement en voyant, en parallèle, en simultané, le jeu vidéo et sa musique, le métal et sa musique, son imaginaire, porter attention au thème, apprécier la projection vidéo, apprécier la prestation et apprécier à quel point tout ça fit ensemble. Tout ça semble ne faire partie que du seul même grand mouvement. Donc, voilà, on y va. Maestro, en scène.
Transylvania. Welcome to Dracula's Castle. Welcome to Castlevania. Merci. Maintenant, on passe au cadre conférence. Donc, c'est aussi une expérimentation et une recherche-création sur le transfert d'un cadre à l'autre, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, premièrement, premier moment des influences réciproques entre le métal et le jeu vidéo, l'ère des arcades, les premières prises de contact. Donc, j'appellerai à la barre, quoi qu'il n'est pas là pour témoigner, même si c'est cohérent avec la suite de l'exposé, Louis-Martin Gay qui va vous parler un petit peu de ça. Bonjour, je vais essayer de témoigner au moins de la période, qui est entre autres celle de la fin des années 70 et des années 80, où il y a eu explosion, en quelque sorte, des amusements électroniques, donc de tout ce qu'on appelle les machines électriques, les machines électroniques, qui à l'époque venaient entre autres des traditions de billard électrique, donc les pinballs, et éventuellement à partir de 1972 avec Pong, mais beaucoup plus à partir de la fin des années 70 avec des jeux édités au Japon comme Space Invaders et dans le début des années 80 avec Pac-Man. Eh bien, il y a eu l'avènement des arcades, des endroits de rencontre où les gens qui étaient intéressés par le jeu, par l'amusement, venaient dépenser tout d'abord tout leur argent. Et deuxièmement, venaient faire des rencontres ludiques et même d'autres acabits. Et dans ces endroits-là, eh bien, la tradition qui était celle du billard électrique, donc de la machine à boules, du pinball, a poursuivi quand même son chemin, son petit bonhomme de chemin, jusqu'au milieu des années 80, mais s'est vu ajouter autour d'elle, toutes sortes d'autres nouvelles machines qui, elles, étaient de plus en plus innovatrices et qui offraient de nouvelles perspectives d'amusement à tous les gens qui voulaient se divertir.
À la même époque, approximativement, alors que l'explosion des arcades se faisait ressentir, évidemment, surtout en Angleterre, aux États-Unis et au Japon, eh bien, il y a eu cet âge d'or de la musique heavy metal qui, je dirais, avec les précurseurs du hard rock qui avaient été Black Sabbath, Rainbow, AC/DC, on a vu émerger des groupes qui ont pris d'assaut même les palmarès de musique populaire, alors qu'en Angleterre, on pouvait voir des gens comme Motorhead, évidemment AC/DC, plus tard Judas Priest et Iron Maiden prendre d'assaut les palmarès. Aux États-Unis, on a pu voir des gens issus entre autres de la côte ouest, comme les Motley Crue, Rat et évidemment un peu plus tard les gens de Guns N' Roses et de Poison, prendre vraiment eux aussi d'assaut le fameux Top 40 et s'y installer. Ce qui a fait que la musique métal est sortie d'une sorte de sphère underground, non traditionnelle, réservée aux excentriques, pour devenir un produit de consommation de masse, tout comme le jeu vidéo, puisque des arcades, eh bien, est sorti les fameuses machines qu'on a pu voir dans nos maisons à partir de 1982, et même avant, si on compte les ancêtres qui avaient été précurseurs du fameux Atari 2600. Eh bien, ça a été des années vraiment florissantes pour ces deux cultures-là. Et Megadeth, entre autres, dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça en tout cas, a fait une chanson qui nous rappelle un peu cette idée-là, où ils nous disent que de San Francisco to Old Bridge, New York, back to LA, the world of metal changed forever, back in the day. Et c'était vraiment en rapport avec cette période-là que Megadeth a parlé des années, fin des années 70, début des années 80. Oups, pardon. Les thématiques, entre autres dans l'imagerie qui nous était servie souvent dans les bières électriques et les pinballs, étaient pour faire, je dirais, pour ramener des thèmes qui ont été très chers à l'imagerie heavy metal, que ce soit évidemment le médiéval, que ce soit les thèmes tolkieniens, ou même le côté, je dirais, un peu plus incandescent, avec entre autres cette machine qui s'appelait Gorgar, qui a eu un succès monstrueux à la fin des années 70. Gorgar qui a même été, je dirais, un souvenir très précieux pour un groupe allemand qui s'appelle Helloween, qui a été, lui, un des groupes précurseurs du style pratiqué par Dominique et ses groupes, du power metal, comme on l'appelle, a été même un des grands groupes de cette époque à mettre de l'avant ce style-là, eh bien, a écrit une chanson qui s'appelle Gorgar, dans laquelle on évoque clairement cette partie-là de notre histoire ludique. You're running around the gambling hall. Every night it's the same. You're looking for something new to play. To win and have fun is your aim. A pinball speak to you. His metal voice is knocking in your head. You can't resist, you have to play. You're just another victim caught in the trap of Gorgar, évidemment. Parce que c'était ça le thème. Et lorsqu'on joue à Gorgar, on sent évidemment cette culture métal-là déjà commencer à émerger. Et le concept de Gorgar, c'était qu'en frappant les balles, éventuellement, on finissait par lui faire mal. Et on devait attendre évidemment la vengeance de Gorgar envers nous. Les précurseurs de toute forme, je dirais, de convergence dans le domaine du rock, du hard rock et du métal ont toujours été Kiss, à l'extrême, de façon complètement absurde parfois. Kiss a vu rapidement l'intérêt qu'il y avait entre ce métissage, je dirais, de culture et a, dès la fin des années 70, produit une machine qui s'appelait Kiss, qui tout d'abord était un jeu de billard sur table électrique et qui plus tard est devenu un jeu vidéo avec la venue du premier PlayStation dans les années 90. D'autres ont suivi, ont repris le modèle, des hard rockers comme Ted Nugent, comme Guns N' Roses, et bien sûr AC/DC, qui ne s'est pas contenté d'une seule machine, mais plutôt de 3 machines, qui devaient être probablement liées à une certaine forme de litige thématique ou avec les compagnies de disques. Tout à fait, on a tout simplement, malgré tout, vu Malcolm Young sur les 3 machines. Et déjà, c'était lancé. Il y avait dans l'air un rapprochement fait entre le métal et les joueurs, d'autant plus que les jukebox de l'époque, qui étaient encore très très pertinents dans les années fin des années 70 et 80, commençaient à intégrer de plus en plus de métal et de hard rock, ce qui fait que dans les soirées de jeu, très souvent, on voyait des 25 sous lancés, parfois même gaspillés sur des tunes de Scorpions.
Là, je dirais, le moment le plus important, surtout pour le billard électrique, a été l'avènement en 1987 de Heavy Metal Meltdown. Une machine qui a été extrêmement populaire, qui a été vendue partout dans le monde, dont mon meilleur ami détient une copie dans sa cave. C'est assez extraordinaire. Donc, je peux jouer très régulièrement à Heavy Metal Meltdown, qui nous proposait tout simplement un hybride entre le heavy metal et ses jeux d'arcade électriques. La trame sonore, pour une des premières fois, à part le I Wanna Rock and Roll All Night de Kiss, était une trame sonore typiquement heavy metal, typiquement dans la lignée du power metal, justement, qui en 1987 était un des styles de prédilection. Et ça a, je dirais, consolidé en quelque part en 1987. On a une vidéo là-dessus. Toute cette. Oui, on a une vidéo. Si je clique cette vidéo qui parle, oui. Alors, on va pouvoir voir un tout petit peu, justement, le son. En frappant à la balle et ce qu'on appelle le fameux bumper, on était nous, le guitariste, faisant les solos qui allait avec la trame sonore de fond. Alors éventuellement, on arrivait à une cacophonie, semble-t-il, extrêmement intéressante. Je vous dirais en toute honnêteté, lorsqu'on est vraiment concentré, pour utiliser le fameux terme de flow, quand on est dans le flow du jeu, la musique finit par passer deuxième. Mais lorsqu'on est spectateur, je vous avoue que c'est très puissant et en même temps très agressant. À partir de cette époque-là, voyant entre autres l'entrée en force des thèmes métal et puis aussi d'une clientèle tout à fait différente, pour une des premières fois, le métissage des gens qui étaient typiquement associés au heavy metal, c'est-à-dire les structures heavy metal priestiennes, qui étaient dans le fond le cuir, les studs, les grands cheveux longs et tout ça, a commencé à se transformer, c'est-à-dire la vision qu'on a eu de ces gens-là, et on a commencé à voir que finalement, les nerds, entre guillemets, les gens qui étaient associés plutôt au passe-temps, je dirais, électronique, sinon un peu trop académique, devenaient un public potentiel, ce qui fait qu'à partir de 1982, entre autres un groupe qui a été associé longtemps au hard rock, quoique fondamentalement rock progressif, Rush, a fait paraître un clip dans lequel on montre pour une des rares fois un fan qui, lui, s'intéresse au hard rock, s'intéresse aux jeux vidéo et ne fait plus partie, je dirais, du grand cliché classique des gens qui suivaient des groupes comme Motorhead, Diamond Head et Judas Priest. Donc, si on peut voir un petit clip, donc, on joue à Tempest, évidemment, un jeu intéressant à cette période parce qu'il offrait une nouvelle possibilité de contrôle, un contrôle rotatif. Et on présente un peu finalement un jeune exclu de la société, mais pas pour les mêmes raisons que ceux qui sont des marginaux métalleux, entre guillemets, et qui finit par retrouver en quelque part la même culture que les autres, à travers évidemment la musique hard rock de Rush et le jeu vidéo. Je vois ça, Cette tune-là, c'est quelque chose. Excellent! J'ai joué ça. Et le moment, pour moi, qui est le plus évident, qui est le meilleur exemple, ça a été l'hybride créé par Judas Priest en 1980, on est en 84, avec Free Will Burning, une pièce qui a été très populaire d'un album qui a bien vendu en Angleterre et qui a fait aussi ouvrir les yeux sur cet hybride-là qui était possible entre le métal et les jeux vidéo. Dans Free Will Burning, on voit encore une fois un jeune, peut-être un peu plus jeune que la normale, mais qui est clairement issu d'une culture technologique, jeux vidéo, très académique, et qui s'intéresse évidemment à la musique hard rock et dans lequel le groupe se pastiche lui-même. Alors vous allez voir un peu une machine qui à l'époque s'appelait Pole Position, un jeu de course très très populaire qui pouvait se jouer à deux, a été tronqué et réorganisé à la saveur de Judas Priest dans ce clip-là.
Donc, c'est toujours la difficulté à couper ce petit bout-là parce que je vous avoue que j'adore cette chanson-là, surtout que le thème qu'on entend à la fin, Fearful Burning, est clairement un précurseur à tout le power metal, entre autres d'Halloween par la suite. On en parlera du twin lead guitar et tout ça. C'est vraiment très important. Donc, dans ce clip-là de Fearful Burning, il se passe beaucoup de choses pour des gens comme moi et Dominique qui analysons, entre autres, ces rapprochements culturels-là. C'est un artefact extrêmement intéressant. Donc, je pense que, et voilà, c'était ça pour le début. Je pense que je reviens par la suite. Alors, tu me rappelleras quand ce sera le temps. Je vais trasher en avant pendant ce temps. Rock on! Donc, voilà. Donc, petit portrait des premières influences, des premiers transferts, des premiers liens. Hein? Transposition, évidemment, de l'arcade comme lieu de la masculinité hégémonique. Donc, c'est une auteure que je me souviens plus c'est qui, qu'on a cité quand on a écrit l'article, puis ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas revisité. Mais donc, il disait que... C'est Dina Weinstein. Dina Weinstein. Yeah. Donc, à la fois, l'arcade est ce lieu donc, où on célèbre une masculinité orientée vers la performance, vers celui qui réussit à bien jouer les jeux, et la salle de spectacle pendant un show métal, encore un lieu fortement masculin où est-ce qu'on célèbre la performance des musiciens à l'avant. Donc, l'impératif de la performance, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir bientôt, mais d'abord, qu'est-ce qui se passe? On a les années 70. Les années 70, les arcades s'adressent à un public adulte at large. On s'adresse à des jeunes hommes, des jeunes adultes, machin. Et là, il y a le crash de l'industrie du jeu vidéo en 83, 84, où est-ce que là, les consoles domestiques finissent par s'évaporer, perte de confiance des consommateurs. J'ai pas le temps vraiment de rentrer là-dedans en détail, mais ça va pas bien. Et il y a une entreprise japonaise qui s'appelle Nintendo qui débarque et qui vend sa console Nintendo en Amérique et qui fait renaître le marché en ciblant davantage les jeunes. Et quand on dit les jeunes, on dit les enfants. Et quand on dit les enfants, on dit ceux qui étaient ciblés par McDonald's avant, mais qui se sont fait interdire de faire de la publicité ciblée aux enfants parce que c'était illégal, ben Nintendo ont fait ça, eux autres. donc voilà, c'est vraiment le public des jeux vidéo domestiques va vraiment shifter et va vraiment être repris par la jeunesse. Et cette jeunesse-là va grandir avec les trames sonores de ses jeux vidéo préférés. J'en fais partie, né en 82. J'étais un de ces Nintendo Kids, on va en parler bientôt. Et quand je grandissais, ça m'apparaissait intéressant d'avoir un Walkman dans le temps pour pouvoir écouter mes trames sonores de jeux vidéo. Donc, je pense pas que j'étais tout seul d'ailleurs à faire ça. En ayant parlé avec des gens à gauche à droite, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui mettaient une cassette sur un bout précis juste pour entendre la bonne tune qu'il y avait. Alors, il y a vraiment quelque chose là. Et ce qui est central dans l'examen de la NES, on va faire une étude de cas rapide, c'est de voir que la technologie de la console a un peu forcé, ou disons, se prêtait tellement bien à les influences du heavy metal qu'on n'avait pas le choix d'en profiter en fait. Je vous montre un petit extrait d'abord pour ceux qui ne connaissent pas trop ça, Super Mario Bros. Écoutez la musique. Oups. Écoutez, dis-je, la musique. Bon, si j'avais un show télévisé et que je voulais pas donner d'argent à mon participant, je lui demanderais d'identifier à quel genre se rattache cette chanson-là. Puis on serait vraiment mal pris. Un article qui parle justement de Video Game Music en 1999, l'auteur disait « Almost impossible to describe the Mario main theme. A sort of light jazz tune, but so much energy we don't really know what it is. Sort of like mellow elevator music on psychedelic drugs. Yet it's got a unique cultural feel to it. » Ça, c'est vraiment la phrase clé. Il y a quelque chose là, il y a une essence, il y a un travail sur les sonorités, sur les structures musicales qui n'a pas vraiment d'équivalent à l'extérieur. Ça, c'est un type de musique qu'on retrouve grandement dans ces jeux 8 bits-là, la musique qui est non mimétique. Il y a aussi quelques jeux dans lesquels il y a de la musique mimétique. Et là, la question de la mimèse. Donc, est-ce qu'on essaie d'imiter des instruments réels, des genres musicaux existants, etc., ou est-ce qu'on s'en balance et on fait juste mettre une trame sonore qui est drôlement appropriée, mais qui ne se rattache pas vraiment à des conventions qu'on connaît ou qu'on peut facilement identifier? Nintendo, dans sa documentation technique, donc les documents qu'ils envoient aux gens qui veulent faire des jeux vidéo pour sa console, ils leur donnent un document technique et ils leur disent pour la puce audio, vous pouvez imiter des instruments. Donc, vous pouvez configurer vos instruments. Ils parlent déjà parler d'instruments, c'est déjà exiger quelque chose de son auditeur parce que c'est pas du tout évident que ça sert à faire des instruments, cette technologie-là. C'est possible d'essayer d'imiter des instruments, mais c'est pas nécessaire. On imite des instruments à travers une modulation de l'enveloppe ADSR, donc pour les musiciens, ça va. Pour ceux qui ne sont pas musiciens, ça va pas, mais c'est pas grave, vous lirez là-dessus. Essentiellement, c'est qu'on ajuste les paramètres. Donc, la puce contient des oscillateurs sonores, donc ils font juste faire sortir une fréquence sonore, dont on peut ajuster le niveau de saturation pour avoir un son plus rond et plein ou un son plus raspy,
incisif. Incisif. Comme je disais, je n'ai pas étudié en musique, alors je n'ai pas vraiment le vocabulaire pour ça, mais il me semble qu'il y a quelque chose là. Et c'est une invitation ouverte d'ailleurs aux gens qui ont le vocabulaire et les connaissances. Dans le futur, collaborons ensemble, ça serait le fun. Donc, on peut ajuster le niveau d'attaque, donc le temps avant lequel la note atteint son maximum en termes de volume, de vélocité. Ensuite, la vitesse à laquelle ça diminue, la durée pendant laquelle c'est soutenu, et ensuite, la façon durant laquelle ça chute. Donc, essentiellement, on peut s'en servir pour faire plein de choses. Voici un exemple assez rare de musique mimétique. Ça vient du jeu Maniac Mansion. Écoutez ça, et là, ça nous fait penser à quelque chose qu'on connaît. C'est clair, c'est évident. C'est un solo de guitare électrique, style rock, parce que on reconnaît les espèces de glissando caractéristiques des slides de guitare, on reconnaît des hammer-on, des pull-off, donc l'attaque moins prononcée. On reconnaît tout ça dans le son. Le travail sur le son sert à imiter ça. Évidemment, la structure de la chanson est évidente aussi. Mais dans beaucoup de jeux, c'est pas le cas. Mario, on peut le jouer à guitare, on peut jouer à clarinette, on peut jouer à n'importe quoi, puis ça sonne correct à chaque fois, mais il n'y a rien qui me dit vraiment « Ah oui, ça c'était fait pour être une toune de hautbois ». On peut le transposer un peu comme on veut. Donc maintenant, Zelda 2, à mon sens, c'est le paroxysme de cette logique-là. Écoutez bien le son. Essayez de trouver un référent au son. Pensez en termes de structure musicale. Écoutez bien la progression qui s'en vient, puis... Mon extrait coupe un peu, mais je vais le remettre parce que la finale est on ne peut plus. En un sens, ça fit drôlement parce que moi j'écoute ça et j'ai l'impression de faire où est-ce que ça s'en va? Je sais pas trop. Qu'est-ce qui va suivre? Je suis très dans l'incertitude. Et c'est la chanson qui joue quand on explore un temple ou un donjon, où le mal est présent, il faut s'orienter, on est perdu sous terre. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose qui fait drôlement, même si c'était probablement pas intentionnel. Ceci dit, quand on écoute un instrument comme la voix principale qu'on entendait, ça ressemble à rien. Je parle un peu vite. En fait, ça ressemble à quelque chose. J'ai fini par trouver à quoi. Ça ressemble au Casio PT1. And this is a tone called Fantasy. Voilà, ça ressemble à ça. Mais le son s'appelle Fantasy. Hein. Il ne s'appelle pas piano ou violon comme les autres sons du Casio PT1, il s'appelle Fantasy. Moi, je trouve que ça sonne comme un ange qui chante... Je sais pas quoi, un lutin, je sais pas trop. Et en plus, non seulement le timbre de l'instrument principal ne dit rien vraiment, mais la structure musicale évoque pas de genre précis connu non plus. La progression finale, j'ai pas le vocabulaire pour parler de ça, mais on n'est pas dans une gamme pentatonique classique comme dans le rock. On n'est pas dans une progression type blues. Moi, en tout cas, je connais pas de musique qui ressemble à ça. Mais non, bon, c'est peut-être juste moi à remarquer, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus. Articuler ça comme la musique non mimétique, ça nous permet d'entrevoir une sonorité autoréférentielle. Donc, le son de Zelda 2, ça ressemble à quoi? Ça ressemble au son de Zelda 2, ou à la limite au son Casio PT1. Puis le son Casio PT1 ressemble à quoi? Ah. On n'a pas de référent évident comme ça. C'est donc, en tout cas, je pense qu'on pourrait faire l'hypothèse, peut-être que je n'ai pas raison, mais je serais prêt à faire l'hypothèse puis à ce qu'on en débatte, que c'est une dénotation pure sans connotation. Juste le son pur, juste d'avoir une gamme qui progresse avec un son incisif ou un son rond, ça c'est pas suffisant pour nous dire que c'est un son d'une orgue ou que c'est le son d'un hautbois ou que c'est le son d'une clarinette ou d'une clarinette basse. C'est un son rond, mais on n'a pas grand-chose à dire de plus par rapport à ça. Ça, c'est une des choses qui m'intéresse beaucoup dans ma création sonore, justement, sur laquelle je vais revenir plus tard. Et comment on fait pour trouver un référent sonore? Ça se fait en 2 étapes. Premièrement, on commence par déduire un genre musical à partir de l'organisation syntaxique des éléments musicaux. Le son en tant que tel, là, je
je sais pas trop ce que ça veut dire, mais si les notes suivent un certain parcours, à ce moment-là, je peux arriver à placer un référent là-dessus. Par exemple, dans Maniac Mansion, j'ai une deuxième chanson aussi. Bon, clavecin de la Renaissance ou quelqu'un a peut-être une catégorisation plus précise. Good enough. OK. Donc, quelque chose comme ça, mais c'est pas le son qui me fait comprendre que c'est du clavecin, c'est parce que la progression des notes est telle que je peux reconnaître un air typique. Puis là, après ça... Merci. Et après ça, donc, dans le premier temps, je comprends la structure derrière et je place une espèce d'intention. Et deuxièmement, je fais un travail d'induction. Hein. Donc, déduction et induction. Alors, Peirce dirait qu'on fait de l'abduction. Puis, il grand bien lui fasse, d'ailleurs. Et donc, on fait une induction sur la nature du son. Ah, parce que ça ressemble à une pièce de la Renaissance, c'est probablement un clavecin, ça me fait penser à des chansons que j'ai déjà entendues. Et donc, on assigne un sens sémantique grâce à la structure syntaxique qui vient nous guider. Sans structure générique typifiée, ça c'est une hypothèse. Il est impossible d'attribuer un référent à un son de puce. C'est vraiment une hypothèse, donc je suis ouvert si on peut en discuter après. Et donc, à ce moment-ci, intervient le dispositif technologique. Grosso modo, on a un peu free ride. En termes de sonorité, on n'est pas lié, on n'a pas des samples de piano et de guitare, puis on n'est pas pris avec. On peut faire un peu ce qu'on veut avec un oscillateur sonore. Mais le dispositif technologique vient apporter des contraintes. Le voici, la puce 2A03, qui est au cœur de la NES, de la console Nintendo. Il y a la puce SID à l'intérieur du Commodore 64, il y a une autre puce à l'intérieur du Game Boy. Donc, chacune des consoles de cette époque a une puce sonore et chacune de ces puces-là a des particularités, des possibilités expressives autres. Celle de la NES n'est pas si bizarre que ça, je vais juste vous la présenter parce que je la connais bien et parce que Nintendo a eu la console qui a eu le plus grand taux de succès probablement de l'histoire du jeu vidéo. On parle d'un taux de pénétration de marché de 86 à 93%. Durant la période où il y avait un Nintendo sur les tablettes, si vous demandiez à quelqu'un « Est-ce que tu as un jeu vidéo à la maison? » 86 à 93% des gens auraient dit « J'ai un Nintendo ». Peut-être autre chose aussi, mais disons c'est la console qui a vraiment défini une génération. C'est pas pour rien qu'on parle des Nintendo Kids. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a 5 canaux sonores. Donc, il y a 2 squares, deux signaux carrés, j'imagine. Donc, 2 signaux carrés, un signal triangulaire, donc il y a un son rond qui peut servir de basse, ou si on monte dans les hautes fréquences, on peut s'en servir comme une flûte. Donc, vous voyez que c'est pas tant un instrument prédéfini que juste un type de son qu'on peut utiliser comme on veut. Il y a un canal de bruit, donc c'est du bruit blanc qu'on peut façonner pour imiter des percussions, et un canal DPCM, c'est-à-dire qui code des samples. On pouvait mettre des samples, mais ça les code en, je crois, 1 bit. Donc, un sample de 1 bit, la qualité n'est pas au rendez-vous. Ce qui fait que quand on joue au jeu de hockey Blades of Steel, au début, on entend le narrateur qui nous dit « Blades of Steel ». C'est un peu ça, la qualité audio. Ceci dit, dans Empire Strikes Back, donc l'Empire contre-attaque, on a numérisé la voix de Obi-Wan Kenobi qui dit « Use the Force, Luke » ou quelque chose comme « Use the Force, Luke ». Donc, c'est un peu drôle, mais bon. La majorité du temps, on ne s'en servait pas pour avoir une voix qui nous parle. On s'en servait pour utiliser un sample, comme par exemple un kick de bass drum. Donc, on numérisait un kick de bass drum, puis c'était déjà pas mal mieux que d'utiliser juste un bruit blanc qui faisait pchit, pchit, pchit. On pouvait avoir quelque chose qui avait de l'allure, et souvent, on s'en servait pour justement faire les percussions. Typiquement, et Nintendo, dans sa documentation, disait les sons square peuvent servir à faire une guitare ou un piano, par exemple. Le triangle peut servir à faire une basse ou une flûte. Pour le noise et le DPCM, donc et les samples, on peut mettre des percussions, mais il faut aussi penser aux effets sonores qu'il y a dans les jeux. Les effets sonores qu'il y a dans les jeux vont utiliser les mêmes canaux. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est toujours en tension entre faire jouer l'effet sonore, faire jouer la musique. Chaque fois qu'il y a un effet sonore qui survient, il faut qu'il prenne un des 5 canaux. Puis pendant ce temps-là, il n'y a pas 2 sons en même temps qui peuvent sortir parce que chacun des canaux est monophonique. Vous ne pouvez pas faire un accord. Vous ne pouvez pas jouer 2 notes en même temps sur un canal. Ça, c'est la grande contrainte, la plus évidente, et j'en parle tout de suite, mais juste pour vous montrer. Batman Returns, trame sonore qui est assez mimétique, qui est très métal. Vous allez voir en particulier le riff d'introduction dans cette séquence-là. Et tout de suite, vous allez voir des sons qui arrivent, et là, on perd un canal. Donc, essentiellement, c'est des power chords qui sont joués. Power chord, c'est l'intervalle d'une quinte, donc une note plus la quinte parfaite au-dessus. Et souvent, donc, ça suit une certaine ligne mélodique. Et s'il y a un son qui arrive, qui veut prendre un des canaux de square pour faire un son intéressant, ben, il faut couper la note qu'il y a au-dessus et juste garder la tonale ou la fondamentale ou whatever. La note principale qui définit l'accord. Donc, voilà.
Donc, à chaque fois qu'il y a un son qui arrive, on perd une des deux notes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On essaie de faire de la musique qui ne va pas nécessiter qu'on ait deux voix en même temps. On met une deuxième voix comme optionnelle. Au pire, elle peut s'en aller, c'est pas trop grave, on va quand même avoir la mélodie principale. Comment on fait ça? Bien là, évidemment, on va utiliser des structures mélodiques qui vont être basées sur le contrepoint plutôt que sur les progressions d'accords. C'est pas le temps d'avoir une musique basée sur des progressions d'accords parce que, anyway, on a 5 canaux sonores et là-dessus, on a le noise et le DPCM. On peut pas faire jouer une mélodie à travers ça. Donc, il nous reste essentiellement 2 voix principales et une voix de basse. Fait qu'on peut pas non plus faire un accord à 3 voix là-dedans parce que si tu mets la basse, ben, ça fait pas partie du même tout. Donc, c'est comme une ligne de basse puis une ligne mélodique. Les 2 canaux principaux, on peut s'en servir pour comme, imiter la même voix, le même timbre. Donc, on a l'impression que c'est un seul instrument en bloc qui va, par exemple, jouer des riffs comme dans Batman Returns. Mais grosso modo, on va favoriser plutôt d'avoir 2 mélodies qui se chevauchent, qui se croisent et qui se complémentent. Donc, 2 lignes mélodiques indépendantes, ce qui renvoie évidemment au twin lead guitar qui est à la base du métal. Donc, le métal était une progression, c'est-à-dire met en place des progressions modales davantage que des progressions d'accords complexes ou qui se modifient en cours de route. Donc, souvent, on va garder la position power chord et on va juste glisser le long du manche facilement pour avoir un son plus punché, plus agressif pour la section rythmique. Et après ça, pour la section mélodique, on va souvent avoir une ligne principale qui va être doublée à une tierce. Donc, la tierce, c'est vraiment l'intervalle métal par excellence. Parce qu'on va avoir 2 guitares qui jouent un peu la même chose, des petits chassés croisés mélodiques comme ça. Mais c'est vraiment une structure typique du métal. Et donc, la console a comme pas le choix de faire ça parce qu'on ne peut pas jouer d'accords. Il faut avoir 2 lignes mélodiques. Et aussi, il faut que, probablement, la qualité sonore du signal carré comme tel, c'est un oscillateur sonore et on peut ajuster le degré de saturation pour que ça rappelle une distorsion plus ou moins prononcée. Donc encore là, on a distorsion on, distorsion off, mais on n'a pas d'autres options vraiment en termes du son, si on veut. Et enfin, la trame sonore joue un rôle important. C'est un drive to action. Donc, ça nous pousse à l'action. Des fois, on va avoir une trame sonore environnementale, ambiante, très soft, mais la plupart du temps, la trame sonore est là pour nous faire bouger, pump up the energy, nous faire avancer, nous donner le goût d'entreprendre des actions, d'avancer, parce que la plupart du temps, c'est des jeux de plateforme ou des jeux d'action, à part pour les jeux de rôle, encore là, qui vont adopter un autre rythme de jeu et d'autres structures sonores. Et évidemment, une trame sonore qui drive quand tu as juste une note de basse à la fois, puis un drum que tu as juste un canal dans le fond dans lequel tous les morceaux doivent s'intégrer en même temps, à un son à la fois. Qu'est-ce qu'on fait? On met des triolets galopants, comme dans la base du métal, Iron Maiden, même à la limite Black Sabbath même. Donc on a vraiment de la nécessité et le métal fit parfaitement dans les contraintes techniques et pour les besoins de ce que les joueurs ont besoin de ressentir. Là où c'est encore plus intéressant, c'est que la musique va suppléer à l'abstraction graphique. Les graphismes 8 bits sont limités. Souvent, au début, on veut juste faire Mario. Bon, on sait quoi? On sait pas trop c'est quoi Mario. Hein? Il y a de la terre rouge, puis bon, whatever. À un moment donné, on a des ambitions plus référentielles, et là, ça va nous prendre des nuances plus subtiles dans l'atmosphère, et les graphismes ne sont pas assez poussés pour vraiment nous permettre une telle complexité. Donc, en différencier un espace vu comme inquiétant, mais dans lequel il ne faut pas trop avoir peur parce que c'est un jeu d'action, ou un espace épeurant, puis là, il faut vraiment que tu aies peur. C'est à travers la musique qu'on va se servir de ça pour nuancer l'aspect graphique de l'espace, et donc la musique va construire l'espace, carrément. Si je vous présente 2 images, l'image de Mega Man 2 nous montre un terrain morne, donc il y a de la terre, puis rien, il y a du bleu derrière, on devine que c'est le ciel, il y a des nuages en haut. L'image de Castlevania nous montre un lieu inquiétant, une statue à la tête coupée, le lierre qui grimpe sur les fondations du château ou du palais, on ne sait pas trop, avec la torche, le brasero. Donc, bon, puis Castlevania, c'est vraiment un jeu d'horreur dans son look, disons, évidemment au maximum des capacités 8 bits. Donc, si on veut que ce soit épeurant, il faut avoir une trame sonore en conséquence. Si on veut que l'espace de Mega Man soit qualifié aussi, il faut avoir une musique qui va nous le faire comprendre d'une certaine façon. Zach Whalen, dans un article qui s'appelle Play Along, An Approach to Video Game Music, disait que Koji Kondo, le compositeur qui a fait la musique pour Mario, Koji Kondo utilise des lignes et des thèmes mélodiques pour identifier des espaces. C'est un peu comme si on prenait à l'envers les leitmotifs de Wagner, qui au lieu d'être associés au personnage pour que le public sache qu'un tel personnage rentre sur scène ou peu importe, qu'il puisse les reconnaître, là c'est davantage l'espace lui-même qui colporte une musique. Et dans la majorité des jeux vidéo, la musique fonctionne par scène à cette époque-là. Donc dans le village, on va avoir une musique d'un certain type. Dans les temples, ça va être ça. Dans Mario, c'est à l'extérieur, on va avoir la musique enjouée. Et quand on va passer dans les souterrains, c'est sombre. C'est une musique pas atonale, là, mais qui ne revient jamais sur son centre tonal. Donc qui nous désoriente un peu.
Et donc, si les thèmes vont dénoter des espaces, maintenant, les sonorités elles-mêmes vont dénoter des univers. Le son de Zelda 2, c'est le son de Zelda 2, c'est l'univers de Zelda 2. On le retrouve dans les villages, on le retrouve dans les plaines, on le retrouve dans les temples, on le retrouve partout, mais ce son-là, il n'est pas utilisé ailleurs. Et si je le rencontre dans un autre jeu exactement le même son, je vais dire « Hey, c'est le son de Zelda 2 ». Donc, il y a comme une espèce de drôle de mystique. Et ce mystique-là ne fonctionne pas seulement à l'intérieur d'un seul son, mais pour l'ensemble du traitement sonore. Donc, dans les jeux de Konami, par exemple, on va souvent utiliser un drum basé sur des samples, un sample de snare, un sample de bass drum, qui va leur donner une certaine signature sonore. Le premier Teenage Mutant Ninja Turtles sur NES a vraiment une trame sonore très gritty. C'est très incisif, justement. C'est vraiment super comme terme. Merci, Serge. C'est très incisif. Tous les signaux sont saturés de façon à ce que ça sonne raw et cru, contrairement à d'autres jeux qui vont davantage aller dans les rondeurs. Quand je disais la musique qualifie l'espace, regardez bien l'espace à gauche de Mega Man 2. Alors, en termes d'espace, ça me semble un environnement assez complexe. Je suis au cœur d'une fabrique de matériaux, de robots. Il y a des roues qui tournent en arrière. Il y a des pics qui tombent du plafond. Je suis sûrement dans la forteresse du Dr. Willy, parce que Dr. Willy, c'est le méchant dans Mega Man 2. C'est sûrement le dernier tableau. Regardez comme, c'est claustrophobique et tout ça. Mais la musique est assez relaxe quand même. Je veux dire, ça nous pousse un peu à l'action, mais on n'est pas dans le gros... Ça stuff quand même. Tandis que le dernier tableau a l'air de rien. Graphiquement, on est dehors dans une plaine, mais la musique a vraiment une qualité épique qui nous annonce qu'on arrive à la résolution, à ce point final de non-retour. Vers la finale, et en plus, cette chanson-là est drôlement complexe même, pour les standards de l'époque, et même comparativement aux autres chansons de Mega Man 2. Donc, il y a plusieurs lignes mélodiques, il y a un thème qui revient avec des variations, etc. Et ce loop-là dure 1 minute 17, je pense, au lieu de 45 secondes, par exemple, pour un tableau ordinaire comme celui de Metal Man. Donc, c'est par la musique qu'on va venir qualifier l'espace, lui donner une qualité épique, une qualité plus prononcée. Et la musique est tellement importante que Konami va développer une puce spéciale pour Castlevania 3 qu'elle va intégrer dans ses cartouches de jeu au Japon, et que cette puce-là vient étendre le nombre de canaux sonores, permettre des nouveaux effets sonores. Donc, ils ont payé de l'argent pour chaque cassette vendue pour avoir une puce spéciale qui donne une meilleure qualité sonore. Et quand ils l'ont sorti aux États-Unis, ils n'ont pas fait ça. Donc, on peut comparer les deux trames sonores pour vraiment voir la différence, ce que je vous présente à l'instant, mais ça vous donne une bonne idée de l'importance de la musique. Hein. C'est pas juste quelque chose d'accessoire ou de secondaire. Là. Donc ça, c'est la version nord-américaine d'abord, et ensuite la version japonaise. Ça drive parce que dans Castlevania, je suis pas censé avoir peur. Comme je disais, la musique vient qualifier l'espace, là, et vient donner une charge émotive. On n'est pas dans Castlevania dans un jeu d'horreur, on est dans un jeu d'action. En grosso modo, on utilise les créatures de l'horreur. Hein, on se bat contre la méduse, on se bat contre Frankenstein, etc. Mais on est un chasseur de vampires avec un fouet mystique super puissant pour tuer Dracula. On est là pour faire le ménage. C'est un peu comme si Arnold Schwarzenegger faisait un tour dans une maison hantée. Castlevania, c'est pas un jeu d'horreur. C'est un jeu dans lequel on se promène dans une maison hantée, on a tous ces personnages caractéristiques, mais c'est pas épeurant pour vrai. C'est exactement comme un show d'Iron Maiden. C'est vrai, je veux dire, Iron Maiden s'inspire de la fantasmagorie, ça s'inspire de la tradition des stage shows effrayants ou épouvantables. Vous n'en croirez pas vos yeux, ah, c'est terrifiant. Bon, mais c'est pas, c'est stagé, c'est très théâtral, tu sais, puis, je veux dire,
Bon, l'iconographie est plus poussée, évidemment. Hein? Iron Maiden ne travaillait pas en 8 bits, mais leur but, c'était pas de nous faire peur vraiment tant que ça. Hein? C'était plus d'explorer des trucs, des imageries qui seraient intéressantes. On passe maintenant du 8 bits au 16 bits. 16 bits et on passe aux enjeux culturels. Qu'est-ce qui se passe avec le 16 bits? Ce qui se passe, c'est que les Nintendo Kids grandissent. Donc, la clientèle qui a été happée par Nintendo grandit à l'intérieur des produits Nintendo. Ils vont faire la transition de jeunes dans un sous-sol à adolescents qui vont jouer à une Super NES, qu'on voit en bas sur l'étagère, et qui vont devenir éventuellement des jeunes adultes professionnels installés dans la grande vie adulte, là, mais qui vont continuer à jouer sur la Xbox. Et quand on regarde les thèmes et la progression des thèmes dans les consoles domestiques, ça suit la génération des Nintendo Kids. Des jeux pour adultes sur la NES, il y en avait quelques-uns au Japon, il n'y en avait pas vraiment en Amérique du Nord, en fait, il n'y en avait pas. À part Bionic Commando, parce qu'ils ont oublié d'enlever l'image d'une tête qui explose en gros plan. Donc ça avait été assez... Il y avait tout un système de censure hein, chez Nintendo à l'époque, puis bon, c'est très documenté, puis j'ai moi-même écrit des articles sur The Video Game is an Object of Controversy dans Video Game History, qui est un livre. En tout cas. Donc, la génération des Nintendo Kids grandit, et avec eux, le jeu vidéo grandit en même temps, se met à aborder des thèmes plus matures, et même mettre en scène ne serait-ce que la violence, de façon beaucoup plus explicite. Avec Mortal Kombat en 92, chaque fois qu'on se tape dessus, il y a du sang qui revole, c'est très over the top, on peut démembrer notre adversaire à la fin du combat. Donc là, on rentre dans des thèmes qui sont beaucoup plus controversés, et les gens, probablement qui ne sont pas des gamers, restent avec l'idée que c'est encore des enfants qui jouent à des jeux vidéo. Alors que les enfants grandissent, puis pour eux, ils arrivent à 13 ans, écoute, tu sais, du sang puis des démons, il n'y a rien là, c'est même cool. Donc voilà. Encore, l'intérêt pour la mise en scène de la violence, c'est encore quelque chose que partage le jeu vidéo dans les années 90 avec le métal, et ça s'incarne dans Doom. Doom, c'est le premier first-person shooter qui a un grand succès commercial, donc il y avait eu Wolfenstein 3D avant, qui était le précurseur, mais ça c'est juste pour illustrer. Mais Doom, c'est un jeu dans lequel on tue du monde à la première personne, mais en fait, on tue des démons de l'enfer. Fait que dans le fond, c'est pas si pire. Là. On est un Space Marine dans le futur, donc c'est de la science-fiction. On n'est pas dans le monde réel, on tue pas notre voisin dans un jeu vidéo. C'est pas un simulateur de meurtre, comme la panique morale s'est un peu emparée de l'affaire à l'époque. On est un Space Marine dans le futur qui tue des démons parce que les portes de l'enfer se sont ouvertes. On peut trouver ça ridicule comme prémisse, mais... Puis, bon, en tout cas, mais... il n'y a pas de quoi paniquer, il n'y a pas de quoi fouetter un chat un peu. Donc, il y a cette question des paniques morales qui est vraiment importante. Alors, nos jeunes qui grandissent, évidemment, vous voyez un jeune homme qui fait du drum et qui a une tuque de Goomba. Donc, ça, c'est les petits méchants dans Mario. Je le trouvais sympathique. Puis, en cherchant une vidéo juste de drummer, je suis tombé sur lui qui avait ça sur la tête. Je trouvais que c'était représentatif. Alors, nos jeunes enfants grandissent, ils se mettent à découvrir la musique, à pratiquer un instrument. Et là, il y en a plusieurs parmi eux qui ont grandi avec les jeux vidéo, qui ont grandi avec Nintendo, les Nintendo Kids, et qui ont quelque chose en tête comme les trames sonores de Megaman quand j'étais jeune. Peut-être qu'ils se sont mis à triper sur Iron Maiden, peut-être qu'ils ont découvert des groupes comme Gamma Ray, Metallica, Halloween, Iron Maiden, Judas Priest. Les groupes, ils ont trouvé « Hey, ça fit, ça ressemble à la musique qu'il y avait dans mes jeux, dans Megaman, puis tout ça, quand j'étais plus jeune. » Et ça fait partie de leur bagage musical. Alors en grandissant, évidemment, peut-être qu'ils vont faire l'adéquation naturelle et peut-être que Megaman va avoir quelque chose comme ça. Donc, je pense que ça teinte leur regard sur la chose. Je faisais écouter un groupe de power metal à une fille qui ne connaissait pas ça quand j'étais au cégep. Et elle me disait « Hey, ça sonne comme Sonic. » Je disais « Oui. » Puis ça me paraissait évident. Oui, ça sonne comme Sonic. C'est une façon de voir ça. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est la vision romantique. La vision cynique. Heavy metal, ça aide les nerds à se faire baiser depuis 1975 dans leur armure. Donc, là, il y a beaucoup de jeunes qui grandissent et qui attrapent des instruments et qui commencent à faire des bands et qui vont célébrer cette culture de la musique de jeux vidéo. C'est ce qu'on appelle les Video Game Music Bands. Ils vont jouer des covers. Ils vont reprendre les chansons d'antan, mais avec des vrais instruments. Je vous présente Descendants of Erdrick. C'est un groupe parmi... Il y en a peut-être une centaine. Mais il y en a vraiment beaucoup. Ça pleut. Là. On se retourne, on clique sur un lien sur Internet, on se ramasse sur un site où il y a un band de video game music. Là, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Ils sont partout. Ce qui est génial, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, c'est pas juste 3-4 tripeux dans leur sous-sol qui ont décidé à un moment donné d'être original. Là. Il y a eu de mini-bosses, The Advantage, de Black Mages. Je pourrais en nommer toute la journée, ou presque. Je les connais pas tous non plus. Mais Descendants of Erdrick, je les présente parce qu'on a vu leur guitariste tantôt faire le solo de Maniac Mansion. Donc, en spectacle aux États-Unis.
pas là. Donc, pas besoin d'écouter au complet, mais vous voyez. Puis là, on peut faire le tour. Power Glove. Power Glove ont eu du succès, sont allés faire une tournée nationale aux États-Unis avec un groupe international qui s'appelle Dragon Force, qui est dans le power metal, mélodique, speed, etc. et qui sont très populaires. Ils ont fait leur première partie, ils sont partis en tournée quand même, ils ont des albums et tout. Power Glove font des covers, donc ils reprennent par exemple Tetris version métal. Metroid Metal. On va prendre la musique de Metroid. Metroid, là, on est dans des cavernes, on est oppressé, on sent qu'on est creux, il n'y a personne qui est là, c'est noir, c'est ténébreux, c'est, je veux dire, Metroid, là, c'est pas le jeu qui est dit piou-piou-piou, là. C'est, en tout cas, surtout Super Metroid. Alors lui, il va prendre les thèmes de Super Metroid à la sauce métal. Avec des petites variations, Year 2000X, on les a entendus au début nous faire le cover version 2010 de Mega Man 2. Donc, et voici qui s'attaque à Zelda 2. Un exemple de tantôt qui était un peu bizarre, on ne sait pas trop où ça s'en va. Mais voilà. Évidemment, il y a des ajouts qui se font en cours de route. Et là, il y a des groupes, pas beaucoup, comme The Megas, qui vont avoir des paroles, qui vont raconter une histoire, souvent l'histoire du jeu comme telle, mais ils vont encore faire un cover instrumental. Donc, on reprend la chanson intrinsèque, intégrale, mais on va rajouter de la voix par-dessus. Built by Dr. Light, a robot built to fight for what's right against wrong. Les triolets galopants, je veux dire la distorsion et les paroles qui vont raconter l'histoire du jeu. Maintenant, un point commun entre les deux, c'est vraiment la virtuosité technique. Être un joueur de jeux vidéo, surtout depuis l'époque Nintendo, c'est être bon avec la manette et on va cultiver ça, ce désir de perfection, entre autres dans les arcades, être le meilleur, être le top scorer, dans les jeux de combat, Mortal Kombat, Street Fighter, etc. On va vraiment mettre un accent assez important sur la virtuosité technique. Les joueurs postent maintenant sur YouTube des vidéos de « Regardez-moi faire 8 headshots de suite dans Halo sans me faire toucher en tenant ma manette avec mes orteils » ou n'importe quoi. C'est la même affaire pour le métal. Un petit exemple, Guitar World donnait un concours, là, 10 guitar licks, we bet you can't play this. Donc Chris Broderick, guitariste de Megadeth. Hey, this is Chris Broderick, and you're watching Guitar World. Bet you can't play this. Alright, that was a 651 in the key of E minor. Started off with a C major and led to a B major and ended, of course, with an E minor. Let me play that slowly for you now. Donc, évidemment, avec l'approche et les groupes qui font dans le néoclassique, on pense aux guitaristes étoiles comme Yngwie Malmsteen, ça fait longtemps qu'on dit, qu'on sait, surtout dans le milieu du métal, que les liens entre la musique classique et la musique métal sont évidents. Mais il reste encore cette idée, évidemment par une sous-branche du métal qui est beaucoup plus trash, beaucoup plus guttural, il reste encore cette idée que le métal, c'est des pop rock qui trash, qui font n'importe quoi live. Mais étrangement, ils sont capables de faire à chaque fois n'importe quoi parfaitement correct. Donc, on ne sait pas trop. Il y a évidemment cet aspect de la virtuosité technique. Et comme on voit, Broderick ne fait pas n'importe quoi non plus. Il est capable de répéter exactement. Il sait très bien ce qu'il fait. Donc, il y a cette idée, cette cultivation donc, de la virtuosité technique qui est présente dans le jeu vidéo et qui est présente aussi dans la musique métal, qui en est un pan important. Maintenant, on va avoir un deuxième bloc de prestations
Mettons en scène Doom et regardons comment les thèmes abordés par les jeux vidéo vont se rapprocher, ou vont, ne serait-ce que dans l'iconographie, de ce qu'on va voir dans la musique métal qui s'adresse aux adolescents dans les années 90. Et on commence avec Doom parce que, pour la petite histoire, en développant Doom, le musicien sur le projet se fait approcher par John Romero, l'esprit créatif derrière tout ça. Romero lui amène un CD, en fait une coupe de CD de Sepultura, Slayer, Megadeth, je sais pas, en tout cas Metallica, quelque part là-dedans, et il dit on veut une trame sonore comme ça. Et il a pratiquement fait la même chose. Donc c'est documenté partout sur Internet, on peut arriver à une liste des chansons dans Doom, quelle est la chanson qui a été inspirée, et on voit que la première chanson par exemple c'est le refrain de No Remorse de Metallica, mais en même temps ça ressemble beaucoup à Master of Puppets aussi. Donc sans plus attendre, allons-y avec un petit medley, mettant en scène Doom, avant qu'on rencontre le Doom Master. Maestro.
Voici le passage dans lequel on doit... Une fois, c'est assez. Ceux qui ont joué à des arcades dans les années 90 se rappellent de ça. C'était un message qui était mis de façon obligatoire, instauré par le FBI dans toutes les arcades. Quand personne ne jouait, on avait ce message-là. « Winners don't use drugs ». Là, les paniques morales, c'est quelque chose, c'est un point de convergence, mais dans le fond, tu sais, Doom, panique morale, Space Marine dans l'espace qui tue des démons, pas si paniquant que ça. Il y a beaucoup de gens qui étaient dérangés par Metallica parce que leur tune parle de drogue. Ça, c'est le sujet. Maintenant, il y a le thème. Le thème, dans Master of Puppets, c'est pas « on est des drogués puis c'est cool », parce qu'on a des tatous puis on a les cheveux longs. Ça n'a rien à voir. En fait, en tout cas, j'espère que c'est clair dans les images, mais comme on est dans un milieu universitaire, je ne doute pas qu'on l'a compris. Dans Master of Puppets, l'idée, c'est de justement dire que la dépendance, que ce soit à la drogue en particulier, mais aussi à l'alcool, la dépendance, en fait, nous rend esclaves comme une marionnette. Et la métaphore filée à travers tout ça, c'est que la drogue et l'addiction et ce tireur de ficelle, ce maître marionnettiste qui va juste nous tirer comme un pantin, nous obliger à faire des choses. Et la métaphore excellente, succulente à mon avis, dans le texte de Master of Puppets, c'est dans le deuxième couplet « Needle works the way ». Donc chaque fois qu'on se pique, c'est comme si on se tissait un fil pour se servir, pour être une marionnette, finalement, puis se transformer en pantin désarticulé. En tout cas, on peut pas aimer ça, mais paniquer puis dire « Ah, mes jeunes écoutent de la musique qui parle de drogue », c'est d'une panique morale, une réelle panique morale. Donc, dans le fond, ce que Metallica nous dit, c'est un peu la même chose que « Winners don't use drugs ». On s'entend que c'est pas un portrait positif. Et là, la convergence s'articule et rentre à fond les pistons parce que les jeunes grandissent. Ils avaient toute la musique Nintendo, ils tripent sur le métal, ils ont vu que Megaman, dans le fond, c'est quoi? C'est Iron Maiden à l'intérieur de Megaman. Et là, on commence à avoir les transferts les plus évidents. Un jeu comme Rock'n'Roll Racing, fait par Blizzard, ceux qui font World of Warcraft maintenant et tout ça, a une trame sonore qui reprend des succès typiques du rock, du heavy rock, du metal. Paranoid, Black Sabbath. Évidemment, vous reconnaîtrez pas la voix du chanteur parce qu'on pouvait pas avoir des chansons vraiment au complet, là. C'était le MIDI. Le MIDI, le standard MIDI qui s'impose, commence à avoir une banque d'instruments, une banque de samples. Et à travers cette banque de samples prédéterminée, une patch MIDI qui ressemble à un piano, une patch MIDI qui ressemble à une guitare, etc., on perd ce qu'on avait en niveau d'originalité et de fil culturel unique de ce qu'on avait avec les puces. Quand les puces nous permettaient d'offrir des sonorités expérimentales, ou disons qu'il n'y avait pas de référent évident. Et après ça, on va avoir Duke Nukem 3D. Duke Nukem 3D, c'est McBain, version jeu vidéo. McBain, c'est le héros fictionnel des Simpsons, qui est une parodie de Arnold Schwarzenegger, puis Sylvester Stallone, puis tous les héros de films d'action. Donc, Megadeth va faire un cover, va faire une version reprise de la chanson thème de Duke Nukem. Donc, je vous fais écouter la reprise de Megadeth, qui est le thème, grosso modo, intégral. Let's rock. Voilà, puis là on a des sound clips, vraiment des extraits sonores qui viennent de Duke Nukem 3D, avec Duke Nukem qui est vraiment une parodie, sinon de lui-même, de beaucoup de monde, fait que c'est dur de tous les nommer. Là ici, j'ai une vidéo qui est... surprise, je me souviens pas exactement ce que j'ai mis là. Le métal se rend même dans les jeux dits intellectuels, comme le jeu de rôle, par exemple. Un jeu de rôle, c'est pas un jeu d'action. Il ne s'agit pas de défoncer la tronche des mutants avant qu'ils nous tirent dessus. Donc, on pourrait croire que la musique va être éthérée, intellectuelle, etc. Dans un jeu comme Final Fantasy Mystic Quest, il y a du métal partout, partout. Dans les batailles, évidemment, vous allez me dire, quand on se bat contre un boss, donc il y a un thème, quand on se bat contre un ennemi surpuissant, extrêmement difficile, c'est classique que le boss theme est beaucoup plus dur et bon, c'est logique de croire qu'il va aller chercher, puiser du côté du métal, mais il y a même des chansons très métal quand on explore un environnement, on va avoir de la grosse guitare en arrière, à travers la banque de samples qui viennent de la console Super Nintendo. Donc la musique, vous rentrez dans une bataille ordinaire, là, dans Final Fantasy Mystic Quest, ça sonne comme ça. Maintenant, on va se battre contre un boss. Ça torche
torche-tu ou ça torche pas? Ça torche solide. Final Fantasy VII, qui arrive à l'époque de la PlayStation, on peut avoir maintenant des trames sonores intégrales, c'est-à-dire Red Book Audio, le standard. La chanson finale qui est enregistrée par un orchestre, encore une grosse guitare électrique. Donc, c'est intéressant. Et la bataille des boss, encore là. Bon, je la jouerai pas parce que j'avais prévu faire une prestation, mais bon, c'est correct, je pense qu'on a compris, puis je veux quand même qu'on se garde du temps là, et qu'on arrive à l'heure dans nos choses. Donc, il y a le mouvement de la convergence, et ensuite on arrive à l'hybridation. Fin des années 90, on commence à avoir vraiment la musique qu'on veut dans les jeux, parce que là on a les formats MP3, on a la compression de données, on a le CD-ROM comme support de stockage de données, on peut sacrer des chansons qu'on veut dans nos jeux, grosso modo. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben là, il y a beaucoup de jeux qui vont s'en servir, d'autres qui s'en serviront pas, et là on commence à avoir des projets vraiment d'hybridation parce que nos jeunes de la génération Nintendo grandissent, ils arrivent à l'âge adulte, ils ont des projets. Et dans une entrevue, Herman Lee, le guitariste qu'on voyait là, c'est celui qui est asiatique, nous disait, je suppose qu'on pourrait nous appeler du video game metal. Video game music is, ben là ça c'est moi qui l'ajoute parce que ça venait de la phrase d'avant, one of our influences. That's why the songs, our songs, notre musique, are so melodic, inspired by arcade games. Quel genre de jeu? Tous les vieux jeux des années 80, 90, ceux qui avaient des bonnes mélodies. Ah ouais, ils avaient de la bonne musique ces jeux-là. Ben, je suppose qu'ils avaient des sons tellement shit qu'ils n'avaient pas le choix de faire des bonnes mélodies. Bon, évidemment, c'est discutable, on pourra en parler toute la journée, mais on ne le fera pas aujourd'hui en tout cas. Mais il y a cette idée que les vieux jeux vidéo servent d'inspiration principale pour Dragon Force. Maintenant, il y a un autre mouvement que je fais juste mentionner, j'ai pas vraiment le temps de rentrer en détail là-dedans, c'est le mouvement chiptune. Ce qu'on appelle des chiptunes, c'est essentiellement de l'électronique fait à partir des sonorités comme telles, le vrai hardware, les vraies puces des vieilles consoles d'antan, qu'on va rétrofitter, qu'on va hacker, qu'on va ouvrir, qu'on va ressoudre pour avoir vraiment le son qu'on veut, pour préserver ces sonorités-là. Et il y a une grande part de fétichisme technologique là-dedans. Le fétichisme de la performance dans le métal et chez les joueurs de jeux vidéo, il y a un peu son équivalent du côté des chiptunes avec un fétichisme technologique. Donc, je vous fais entendre juste un petit extrait rapide. Sur un clavier d'ordinateur. Ce que vous voyez à gauche, c'est un Game Boy, donc l'appareil vraiment qui nous permet de jouer à des jeux, dans lequel on peut mettre une cartouche dans laquelle on a mis un programme qui va nous permettre de configurer des sons et de jouer du Game Boy pour faire notre mix, notre musique live. Donc c'est davantage le mouvement électronique et plus la culture des DJ qui a à voir avec le chiptune. Contrairement à le mouvement aussi massif des video game music bands qui vont faire des covers version métal des jeux vidéo d'antan. Ça, c'est un groupe qui s'appelle Machiné Supremacy. Ils sont signés avec Spinefarm, qui est un des grands labels de musique métal. Et eux, ils se définissent comme du SID metal. SID, c'est le nom de la puce qu'il y avait dans le Commodore 64. Vous allez remarquer que c'est un groupe métal typique, mais il y a aussi le son de la puce qui est là, qui arrive des fois, mais de façon très discrète quand même. Donc c'est une hybridation, mais essentiellement c'est 80% du métal, puis un petit 20% peut-être de sonorité de jeux vidéo d'antan. Ce sera pas long, je vais le mettre. Voilà. La chanson s'appelle Republic of Gamers. Donc c'est vraiment dans les thèmes qu'ils abordent. Là, ils ont une autre chanson que je voulais mettre au début, mais finalement ça s'appelle Indiscriminate Murder is Counterproductive. Et ça parle d'un gars qui a tué des NPC, des personnages non joueurs dans un jeu parce qu'il voulait juste tuer du monde et s'amuser. Puis là, à cette heure, il est pogné. Fait que là, le refrain, c'est I don't know where's the place that I would have erased some fucking fairies from space. Now I'm stuck here. Bon, quelque chose comme ça. Oui, il y a une question? Jusqu'à tout récemment, je pense que moi j'ai connu leurs albums gratuitement, ils distribuaient avec la première Pirate Bay gratuitement. Oui, c'est vrai, oui, ils ont vraiment embrassé ce vecteur de distribution-là, en se disant que les vrais fans vont l'acheter, payer le download, acheter des t-shirts, aller voir en show, etc. Donc, je vais inviter Louis Martin à venir faire
petit exposé rapide sur comment on passe de la convergence à l'hybridation plus soutenue, disons. Ben, on peut dire que dans cette forme d'hybridation, comme on a vu, c'est plutôt l'utilisation de vieilles formes, en tout cas de formes nostalgiques, qui s'intègrent à l'intérieur même de notre propre pratique culturelle, que ce soit dans ce cas-ci souvent la musique en premier plan et par la suite certains ajouts. Cependant, dans quelques cas, il y a véritablement une hybridation, c'est-à-dire une volonté de créer des projets complets qui utilisent de multiples formes d'expression. Et dans le cas qui nous intéresse, évidemment, ben, ce sont entre autres les jeux vidéo et la musique heavy metal et hard rock. Un des premiers groupes à être, je dirais, un tout petit peu à l'avant-garde de cette volonté-là a été Queensryche, un groupe de Seattle aux États-Unis, qui en 1994 a mis sur pied, en 1993 a mis sur pied le projet Promised Land, qui était pour eux leur 5e album, je crois, oui, tout à fait, dans lequel, eh bien, la musique devait servir de trame sonore véritablement à un jeu vidéo qui serait un jeu de vidéo d'aventure sous forme point and click, un peu à la Myst. Alors, le jeu a été créé et il a été rendu disponible, évidemment, avec le CD de l'époque. La problématique étant que le taux de pénétration étant assez faible, non pas que Queensryche, à l'époque, n'avait pas un fanbase assez important. Il fallait quand même trouver des gens ayant l'ordinateur aussi pour pouvoir faire jouer ce jeu-là. C'était pas nécessairement commun à l'époque. Alors, on pourrait dire que le projet, tout en étant avant-gardiste, a été un peu un flop commercial, malheureusement. Et à partir de cet album-là, la popularité de Queensryche a descendu en flèche. Alors, ils n'ont pas pu remettre en place cette idée-là. Cependant, eh bien, Iron Maiden, un précurseur et contemporain de Queensryche, vers la fin des années 90, a tenté un nouvel essai avec Headhunter The Game. Et à ce moment-là, ben, c'était beaucoup plus propice à une forte pénétration, puisqu'à l'époque de l'année 90, évidemment, à la fin des années 90, avec Internet et tout ça, il y avait vraiment un bon niveau, je dirais, d'acceptation de ce type de produit-là. Cependant, ils ont repris dernièrement l'idée de faire un jeu vidéo, cette fois-ci un peu plus réussi, avec le fameux album Flight 66, qui était un album destiné à reproduire le son live de leur fameuse tournée mondiale fait à bord de leur propre avion, conduit par le chanteur Bruce Dickinson. Et ça, ben, on peut dire que c'était, en quelque part, un essai un peu plus fructueux, des précurseurs, disons, de la fameuse hybridation métal-jeu vidéo. Mais il y a des projets qui, eux, ont fonctionné à un niveau beaucoup plus fort et qui laissent une trace qui est intéressante à étudier, à mon avis. Des collaborations, non pas seulement dans la trame sonore, comme on en a vu précédemment avec plusieurs types de jeux, dont les jeux de sport, évidemment, la populaire série Twist Metal, mais cette fois-ci dans le jeu Sacred 2 Fallen Angel, de demander au groupe assez populaire, surtout en Europe, Blind Guardian, de faire partie en tant que personnage à l'intérieur même du jeu, en tant que personnage qui vont aller rencontrer le joueur, lui parler, lui donner même des armes pour sa future quête et participer à une cinématique assez importante à un moment clé du jeu où on doit passer d'un monde à l'autre, où on assiste en tant que personnage à un spectacle de Blind Guardian, tout simplement. Alors, les gens du groupe se sont prêtés au fameux motion capture et ont créé une musique principalement conçue pour le jeu. Et ce qui est intéressant, d'autant plus, c'est que lorsqu'on sort de la structure cinématique dans laquelle on ne peut pas intervenir, on peut entrer en interaction avec les membres du groupe et ils vont nous donner leurs armes de prédilection qui sont évidemment leurs instruments. Alors c'est dans ce cas-ci où moi j'ai joué le jeu en prenant le microphone assez particulier du chanteur de Blind Guardian pour terminer le jeu et tuer tous mes adversaires jusqu'à la fin. C'est assez intéressant et lorsqu'on frappe, le bruit, évidemment au lieu d'être un bruit habituel d'épée ou de masse d'armes, est un bruit de feedback. Peut-être juste une parenthèse au niveau thématique et des thèmes abordés de la convergence. Blind Guardian ont fait un album qui est une adaptation du Silmarillion. Donc quand on disait Tolkien, le médiéval fantastique, le fantasy, tout ça, ça participe du même mouvement. Oui, puis si on parle d'un groupe qui est vraiment profondément dans cette culture-là, on parle de Blind Guardian, évidemment. Un des projets les plus réussis, évidemment, sous forme d'hybridation, hybridation encore plus culturelle, je dirais, c'est le projet de Tim Schafer qui a créé tout simplement un jeu vidéo
s'inspirant de la culture et des thèmes heavy metal, dans une collaboration avec, entre autres, Jack Black, qu'on peut sensiblement reconnaître dans les traits du personnage principal. Eh bien, il a réussi à s'allier toutes sortes de collaborateurs très importants dans l'histoire de la musique hard rock et heavy metal et les faire participer à l'intérieur même de l'aventure, une aventure qui nous amène dans une sorte d'espace-temps presque préhistorique dans lequel un roadie de groupe metal, new metal contemporain, qui est un peu fatigué de voir ce que sa musique de prédilection est devenue, à un certain moment donné, passe dans une porte temporelle et se retrouve dans un monde où la musique est de plus en plus menacée et l'esprit du true metal doit être sauvé. Alors, le roadie lui-même va faire des rencontres exceptionnelles, entre autres Ozzy Osbourne, qui est le personnage qui va nous donner tout au long du jeu nos améliorations pour notre véhicule dans lequel, évidemment, il y a une radio un peu à la Grand Theft Auto, où on peut sélectionner toutes sortes de styles de musique métal et écouter, évidemment, tout ça pendant que l'on explore le monde. On va aussi voir Lemmy Kilmister, qui, lui, a la particularité d'être celui qui va nous redonner de la vie. Donc, il s'appelle le Heal Master dans le jeu. Et puis, il va faire revivre des personnages et nous redonner un peu de vie. Et Rob Halford, qui joue le rôle du baron, qui, avec sa moto particulière, va nous permettre de nous transporter à des endroits assez précis. Sa moto qui, finalement, devient une sorte de tourette sur laquelle on utilise le canon pour tuer nos ennemis. Tout ça, évidemment, avec les vraies voix des créateurs eux-mêmes, donc avec la participation de Ozzy Osbourne, de Rob Halford qui fait 2 personnages et de Lemmy Kilmister. C'est vraiment, au niveau culturel, une œuvre extrêmement réussie qui, malheureusement, n'a pas passé la rampe des critiques si on parle de la jouabilité, de la qualité même des gameplays du jeu. Donc on pourrait dire qu'au niveau culturel et musical, c'est une œuvre exceptionnelle, mais que malheureusement au niveau vidéoludique, c'est un peu raté. Donc c'est un succès mitigé qu'a été Brutal Legend, mais un projet qui tenait tellement à cœur à un créateur extrêmement original de jeux vidéo. Alors il fallait que ça se fasse. Et dernièrement, eh bien, un groupe... Est-ce que tu as mis le... Oui, la vidéo est là. Oh, excusez, j'avais tout passé ça, là. Alors, un groupe qui s'appelle Last Chance to Reason, un groupe du Maine aux États-Unis, a décidé vraiment de revenir un peu sur les vieilles idées de Iron Maiden et Queensryche, de créer un album de musique qui serait la trame sonore de leur propre jeu vidéo. Alors ça, le projet a été fait, le projet a été complété il y a 1 an et demi de ça, et ça a eu évidemment un succès critique, pas nécessairement un grand succès populaire puisque Last Chance to Reason est un groupe mineur dans la pratique de la musique heavy metal, mais on pourrait voir justement que l'hybridation est complète par cette photo où l'attitude métal côtoie évidemment les armes de prédilection de Halo, entre autres, et Last Chance to Reason a réussi à faire paraître ensemble l'album et le jeu vidéo dans le même outil physique. Alors, à ce moment-là, on achète l'album et on obtient évidemment le jeu sur le même support. Alors, on peut donner une toute petite idée. On va voir tout de suite l'influence. Alors, on parlait de Metroid tout à l'heure, on est vraiment là-dedans. Et on va voir aussi comment est-ce qu'on utilise le métal pour supporter le jeu dans sa... On voit l'imaginaire métal, on voit évidemment la trame sonore qui est tout à fait adéquate pour ce type de projet-là. Et Last Chance to Reason prévoit un Level 3, donc ça c'était Level 2, prévoit un Level 3 pour 2013. Donc on verra qu'est-ce que ça va nous donner dans le futur. C'est un groupe avec lequel j'entre en communication et j'espère pouvoir faire diverses discussions enrichissantes avec eux pour voir comment est-ce que leur projet, qui est assez unique pour l'instant,
va aller de l'avant et peut-être se perpétuer, puis on ne sait jamais. Et voilà pour ce qui est vraiment très concret dans l'hybridation métal et jeux vidéo. Merci. On a juste montré un court morceau du vidéo, mais si on continue plus loin... C'est un jeu complet aussi. C'est un jeu complet, puis si on continue plus loin, on voit souvent, mettons, des faces qui arrivent et qui ouvrent la bouche en même temps que le chanteur chante. Donc, il y a vraiment un jeu, évidemment, sur... c'est très bien calé, l'un sur l'autre. La trame sonore est le jeu, et vice-versa. Donc, je vais vous parler de ma pratique créative. C'est un portrait en évolution. Je sais pas, j'essaie de faire des choses intéressantes. J'ai pas la prétention de dire que ce que je fais est bon, en fait. Donc, moi, tant qu'on crée, tant qu'on explore et tant qu'on essaie des nouvelles choses, et tant que je sors de ma zone de confort, je trouve ça bien. Puis, il me semble que c'est important aussi. Donc, là, je suis très en dehors de ma zone de confort. J'ai pas écrit ma musique pour qu'elle soit performée live, puis je vais essayer d'en performer tantôt. On verra ce que ça va donner. J'ai jamais joué de guitare dans un groupe avant, j'ai jamais chanté dans un groupe avant. Fait que là, je suis vraiment en dehors de ma zone, mais je me dis, faut qu'on l'essaye. Aussi parce que les idées peuvent venir du champ gauche. Puis s'il y a des gens qui sont au centre ou au champ droit, qui sont vraiment bons au bâton, ils pourront rattraper ces idées-là, puis ils pourront entrer en collaboration avec moi, ça me ferait plaisir. Donc, je vous parle un petit peu de ce que j'ai fait à date, c'était quoi mon idée. Où est-ce que je m'en vais dans le futur? Ça va être la prochaine section. Là, je sais que l'heure roule et qu'il doit être assez tard. Je ne sais pas quelle heure il est. 3h10. 3h10. OK, ça va. OK. Donc, il y a beaucoup de bandes qui font des covers instrumentaux de video game music. Moi, j'ai commencé en disant aux gens, je fais du 8-bit metal. C'est ça mon truc. Les gens disent, ah ouais, tu fais du 8-bit metal, tu joues version metal de Contra. Non, il y en a déjà plein. C'est pas ça que je fais. Je fais pas non plus des remixes metal de video game music. J'en prends la tune de Kirby ou de Zelda, puis là, faire un remix version metal, c'est-à-dire avec juste des instruments électroniques, mais tu sais, bon, faire un remix avec ça. C'est pas ça non plus que je fais. Je fais pas non plus des covers 8-bit de musique metal. Ça se fait aussi, j'ai découvert ça, c'est super trippant. Dans Master of Puppets, tantôt, je vous ai montré, à un moment donné, ça fait un shift, là, on a des sons 8-bit, mais la chanson Master of Puppets de Metallica, il y en a plein. On peut taper genre 8-bit Slayer ou 8-bit Anthrax, puis là, on tombe sur des chansons que des gens ont encodées en version 8-bit. C'est très populaire et c'est très facile à faire. Il suffit d'avoir quelques plugins, puis on fait passer un MIDI là-dedans, puis ça sort tout seul, presque. C'est pas ça non plus que je veux faire. C'est pas non plus de la musique métal à saveur rétro, à saveur jeu vidéo comme Machini Supremacy ou Dragon Force qui s'en servent comme inspiration. Non, je veux que ce soit plus prononcé que ça. Je veux vraiment qu'il y ait une intégration des sonorités métal, mais je veux pas non plus des sonorités métal et une hybridation avec les sonorités vraiment des jeux vidéo rétro, de la musique à chip, à puce audio. Mais je veux pas non plus tomber dans le chiptune, parce que là, tout le son, tout l'espace sonore est créé par, évidemment, des puces audio ou des émulateurs pour avoir un son similaire aux puces audio. Je veux quand même qu'il y ait de vraies guitares électriques, je veux que ce soit des structures typiques métal, contrairement au chiptune qui penche davantage du côté de l'électronique. Donc, je voudrais avoir quelque chose comme Machini Supremacy. Machini Supremacy, que je faisais entendre tantôt, c'est tout un band métal, puis il y a un instrument qui est la puce SID, dans le fond, qui sonne un peu rétro ou un peu chiptune. Moi, je voudrais plutôt avoir l'inverse. Je voudrais avoir tout un ensemble chiptune, puis là-dedans avoir une guitare puis une voix qui fait métal. Dans des structures qui sont quand même typiques métal. Ce qui nous permet de voir comment est-ce qu'on reconnaît, comment est-ce qu'on attribue un référent sonore, d'abord, à la puce qui est là. Donc moi, je ne travaille pas sous la logique mimétique non plus quand j'intègre le son 8-bit, qui est un instrument parmi les autres. Quand j'intègre le son 8-bit, je n'essaie pas d'imiter une guitare. Je fais juste mettre une track là, et souvent le son va devenir son propre moteur mélodique. Alors là, j'ai un petit peu de mal à expliquer ça, mais essentiellement, je m'assois, je compose de façon électronique, et éventuellement, ça finit par sortir, puis ça s'arrange, ça travaille tout seul, ça s'arrange tout seul. Il y a un espace expressif naturel qui se crée en agençant les chiffres, les notes, en ajustant la durée des sons, puis à un moment donné, ça sort, puis ça sonne bien. Donc, je peux pas vraiment l'expliquer, là. Peut-être que c'est plutôt en psychologie qu'il faudrait que j'aille chercher des conseils, je sais pas, mais non, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que dans la vie, je suis quelqu'un qui écrit, qui prévoit, et je suis très dans la scénarisation. Scénarisation at large, de l'étape de faire la conception, penser à ce que je vais faire, prendre le temps de m'arrêter, et tout prévoir dans les moindres détails, puis après ça, exécuter pour voir comment ça va aller. Là, pour moi, c'est complètement autre de juste essayer d'y aller avec le flow de la machine. Puis la machine a une espèce d'esprit aussi. Fait que ça, en tout cas, il y a plein d'affaires que je trouve fascinantes là-dedans. Ce qui est un peu à la base de mon 8-bit metal, donc évidemment, je pourrais faire un peu n'importe quoi puis juste patcher un instrument 8-bit par-dessus, c'est de faire une expansion transfictionnelle de jeux spécifiques. Alors, la transfictionnalité, concept développé par Richard Saint-Gelais, qui est en littérature à l'Université Laval,
on peut lire un entretien avec lui qui est super bon, qui nous donne le portrait d'ensemble. C'est essentiellement d'avoir un autre auteur, souvent un fan, qui va reprendre l'œuvre et l'univers fictionnel d'un autre auteur et qui va l'étendre ou qui va ajouter quelque chose. Il ne s'agit pas de faire une variation sur le récit, il ne s'agit pas de bonifier un récit, il s'agit de s'approprier l'univers de fiction et d'en faire autre chose. Ajouter des personnages, explorer l'histoire des autres Highlander, par exemple, que ceux qu'on voit dans les films. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est pas de mettre en texte et de chanter l'histoire de Megaman comme ce qui se passe dans le jeu. Oui, mais du point de vue de cet univers-là et de détailler, fournir, étendre cet univers-là. Parce que j'ai la conviction profonde que la raison pour laquelle on tripe sur les jeux vidéo, ceux qui tripent sur les jeux vidéo, par rapport à tous les autres jeux, c'est parce que le jeu vidéo est mutuellement influencé à la fois par les jeux, mais aussi par la fiction. Et donc, c'est ce caractère fictionnel-là qui va nous parler. Et quand on repense à nos vieux jeux vidéo d'antan, quand on repense à Contra, on repense, oui, à comment on bouge pour éviter les balles des ennemis, etc. Mais on repense aussi à Contra, dans le fond, c'est Arnold et Sylvester Stallone qui s'en vont sauver le monde torse nu. Donc, on s'en va en bedaine, on tire sur tout ce qui bouge, puis on tue des aliens, puis c'est un peu camp, c'est ridicule, en même temps on aime ça, tu sais, pas besoin de se casser la tête à quelque part, là. On a quelque chose qui marche bien. Donc, ça m'intéresse de revisiter ces souvenirs qu'on a là et de les étendre, de regarder avec nos yeux d'adultes qui cherchent des raisons, qui va déployer ce que Janet Murray appelait le « active creation of belief ». On ne fait pas juste suspendre notre disbelief quand on est en immersion fictionnelle, comme le disait Coleridge, le poète anglais. C'est pas tant qu'on suspend notre incrédulité pour accepter les choses, c'est qu'on fournit activement des blocs pour essayer de combler les trous qui sont dans ces fictions qui nous sont présentées là. On cherche des raisons, on cherche des explications logiques, et je trouve ça fascinant de retourner dans ces vieux objets de mon enfance ou de mon adolescence jeune ou tardive, et d'essayer d'ajouter des morceaux, d'ajouter des blocs par-dessus à travers une chanson qui est une forme d'expression, disons, linéaire, pure, je veux dire temporelle. Il faut qu'on concentre le sentiment, et il y a davantage la fibre poétique plutôt que la fibre la progression d'un long récit. Et bon, on pourrait écrire des récits sur les univers de jeu, il y en a d'autres qui le font, c'est correct, mais il me semble que la chanson, ça nous offre quelque chose de particulier, ne serait-ce que parce que les sonorités vont déjà nous évoquer ces univers-là, à la base. Donc, ce que je pense que je fais, en tout cas ce que je veux faire, c'est légitimer la sonorité des puces comme telle, comme instrument autonome. Moi, dans le fond, là, ce que je vois, là, c'est un band métal, puis là, il y a la puce 2A03 qui est là, puis qui sautille, puis qui fait de la musique. Elle s'intègre là-dedans, c'est un band métal, c'est de la musique métal, et à travers ça, il y a la puce qui est là, mais en même temps, la puce est comme centrale. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du vrai drum, de la vraie guitare, puis tout le reste comme machiné suprématie, mon drum est un drum 8 bits, tous les instruments sont en version 8 bits. Par-dessus, il y a une piste de guitare électrique, une piste vocale, ou plusieurs pistes vocales, parce qu'il y a des chœurs et tout. Mais essentiellement, on est dans un régime sonore façonné par le 8 bits, dans des structures typiquement métal, puis là, on ne sait plus trop justement si on est face à un band métal dans lequel il y a un petit peu de chiptune, si on est dans un œuvre chiptune qui fait très métal. Donc, je cherche cette frontière, cette hybridation, je dirais, plus prononcée. Donc voilà, on les intègre comme instruments autonomes. Donc, je vous fais entendre quelques trucs. Ce que j'ai fait dans la vie, c'est que j'étais musicien dans un band métal. Évidemment, je composais. Quelques-unes de mes compositions étaient reprises par le groupe, mais d'autres non. Et je les aimais quand même. Alors, je les travaillais de mon côté. Et faire de la musique tout seul, évidemment, c'est pas... En tout cas, moi, je considère que c'est pas possible avec mes compétences à moi. Mais explorer le 8 bits, et évidemment, il y avait toujours cette sonorité jeu vidéo dans ce que je composais. Donc, ça se prêtait bien à l'exercice. Alors, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, je pourrais, dans le fond, faire du métal 8 bits, puis prendre comme sujet des paroles dans mes chansons, vraiment des jeux. Donc, j'y suis allé avec ça. J'ai fait des chansons à la pièce comme ça pendant 3 ans, et en les sortant sur mon site personnel, en ligne gratuit, tout ça. Et à un moment donné, en 2008, j'ai rassemblé tout ça pour faire un album qui est sorti le 8 du 8 du 8. Donc, je trouvais que pour du 8 bits, c'était quand même cool. Mais la qualité est sûrement moindre à cause de ça. Il fallait que je le sorte pour le 8 du 8. Fait que... on se le cachera pas, là, ça fait partie des calculs. Mais donc, je me suis ramassé avec 13 chansons qui ne couvrent pas tout à fait 13 jeux, parce que là-dedans, j'ai une trilogie donc qui ne couvre que Final Fantasy II aux États-Unis, qui était Final Fantasy IV au Japon. On s'en reparlera si ça vous intéresse. Donc, voilà, je vous fais écouter des extraits pour vous montrer comment la pratique a évolué, parce qu'au début, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais faire du 8-bit metal. Ça, c'est comme le rêve là, qui est quelque part là-bas, là, comme les nuages de Mario. On ne sait pas trop s'ils sont là pour vrai ou si c'est juste une toile qui défile continuellement en arrière. Donc, j'ai un peu travaillé. Au début, c'était vraiment l'idée de réaliser les chansons avec des sonorités 8 bits. Donc, peut-être garder le volume un peu bas. Je voudrais parler par-dessus. OK. Donc, au début, j'avais les sonorités 8 bits, mais
J'avais d'autres instruments aussi, peut-être un petit peu plus fort. Quoique je suis pas dans la salle, donc c'est pas facile de savoir si vous entendez bien, mais là ici il y a des strings en arrière qui donnent comme une qualité épique. C'est un jeu de PlayStation. Sur PlayStation, on peut avoir des vrais instruments. Donc je me suis dit, ben ok, on va mettre un instrument qui sonne réel, parce que ça fit avec le jeu. Mais je me suis dit que ça marchait pas, et qu'au fond, il fallait pas essayer de reproduire le contexte sonore qu'il y avait dans ces jeux au moment où ils étaient sortis. Il fallait vraiment garder le même esprit sonore à travers toute la production. Ça ici, un solo de guitare, donc qui n'est pas particulièrement complexe, là, mais... Puis, au début, je faisais le solo de guitare parce que je sais pas, ça prend des solos, puis tu sais, ça va pas plus vite faire un solo avec une guitare que de le coder en MIDI sur un ordinateur. Mais éventuellement, je trouvais que ça n'avait pas sa place. Ça donnait trop d'importance au son de la guitare, ça faisait trop métal. Il restait plus assez de place pour les chiptunes. Donc, ma structure de base, c'est d'avoir la ligne mélodique des guitares, les accords, les gros riffs en arrière à la guitare. Et cette piste-là, elle est doublée par une piste MIDI qui joue la même chose avec le chiptune. Donc, il y a cette espèce d'hybridation sonore dans le rythme, dans le drive, dans les triolets, les accords, les power chords, etc. Et par-dessus, là, j'ai commencé à faire encore une fois, un lead de guitare qui sonnait bien, mais c'était pas vraiment l'esprit que je cherchais. Je me suis rendu compte après coup. Donc, on va les trioler. Vous remarquerez aussi que le drum, là ici j'avais mis des effets aussi dans le son 8 bits qui fait le solo. Un effet de chorus, un peu de spatialisation, un peu d'écho. Je trouvais que c'était pas vraiment réussi non plus. Je trouvais que ça dénaturait beaucoup le son. Donc je me suis dit, il faut vraiment rester pur, 8 bits, vraiment avec tout ce qu'il y a dedans. Et garder justement la guitare pour les parties rythmiques derrière, parce que ça donne justement le drive et le sentiment métal, mais ça fait ressortir la caractéristique métal qui est déjà présente dans le son de la puce puis dans l'esprit général de la musique de jeux vidéo. Donc ça m'apparaissait beaucoup plus naturel comme ça. Pour le drum, je le faisais uniquement avec le canal de noise. Donc ce que j'ai utilisé, c'est un logiciel, un VST, un instrument virtuel, qui permettait de reproduire le fonctionnement de la puce 2A03 dans la NES, donc les 5 canaux sonores, etc. Et au début, je faisais le drum avec le canal de noise, parce que je me disais, si je mets des samples, ça sonne un peu bizarre, je sais pas trop, j'étais pas sûr. Mais je me suis rendu compte que ça faisait un drum très flat. Donc je présente un exemple avec Beyond the Mask, qui est aussi la première chanson où j'ai travaillé ma voix plus rauque, qui me correspondait mieux, puis chanter plus bas aussi. Donc ça m'allait mieux que ce que j'avais fait dans les autres chansons avant, où premièrement j'étais off-pitch partout, parce que je suis pas musicien, puis bon, j'expérimente. Donc j'étais satisfait de la voix, j'étais satisfait de l'esprit. J'ai essayé, là, pour le son de guitare même, j'ai essayé plusieurs configurations. Pas besoin de rentrer dans les détails de ça. J'ai essayé toutes sortes d'amplis, simulateurs d'amplis, machin. J'aimais aussi les deux personnages. Donc, il y avait aussi la dimension narrative, c'est-à-dire qu'on peut reprendre les personnages du monde du jeu sans nécessairement juste raconter leur histoire ou raconter l'histoire du jeu, mais parler des personnages eux-mêmes et les situer, ne serait-ce que pour nous donner un point de vue autre. Donc, j'aimais ça aussi parce que c'était l'occasion, puis je me suis rendu compte que, hey, on parle jamais des méchants d'un jeu. Le méchant, c'est toujours le gars qui est assis sur un trône dans son château, puis on entend parler, on le voit pas. Là, dans les 3 dernières minutes du jeu, on arrive devant lui, il jette sa cape, puis il fait « On garde », puis là, on se bat, puis là, il est mort. Donc, je trouvais ça intéressant d'écrire une chanson du point de vue du méchant, et je me suis retrouvé à faire ça très souvent. Et puis, ça me semblait intéressant parce que justement, c'est prendre un personnage, mais pas lui faire juste raconter son récit, c'est aussi détendre derrière. Dans Bloodlines, là, je considère que j'ai vraiment trouvé la formule qui marchait. Et là, je suis vraiment entré dans un flow où est-ce que je me suis assis pour ajouter une ligne mélodique sur un riff qui était déjà là en arrière. Et là, j'ai juste mis des notes, puis je suis un peu allé au hasard, j'ai écouté en loop, je changeais mes trucs, puis à un moment donné, ça s'est comme aligné tout seul. Et là, j'avais un twin lead. Donc, j'avais le twin lead qui rappelait vraiment les structures d'antan, et ça s'est fait tout seul. Je pourrais pas vous dire comment il est sorti. Je me suis assis, ça s'est travaillé, puis à un moment donné, ça a émergé naturellement que faudrait que ça monte, faudrait que ça descende, puis tout ça, c'est équilibré.
Et après ça, avec Where All Things End, c'est le seul cover que j'ai fait. C'est un cover de la chanson du Château de la Fin dans Final Fantasy Mystic Quest. Donc les autres, c'est des compositions originales. Ça, c'était un cover. Je pensais que l'exercice serait intéressant. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas vraiment ça. Mais ce que j'ai aimé faire, par contre, c'est que j'ai sorti le texte venant du jeu. Comme le jeu est très textuel parce que c'est un jeu de rôle, j'ai pris vraiment tout le texte de la chanson. C'est des répliques qui viennent du jeu et qui sont dites par l'un ou l'autre des personnages. Donc ça me paraît intéressant aussi de faire ça. Les effets sonores aussi, c'était une façon de mettre en scène. Alors là, les fans du jeu vont savoir c'est quoi le spell qui est casté en ce moment. Là, le boss de la fin, on lui caste un cure, puis il se transforme. Là, il se transforme. Pourquoi il y avait un solo là? C'est pas moi qui l'ai fait en fait. C'est la première fois aussi que j'ai fait une collaboration. Donc j'ai invité un artiste qui était un Néerlandais qui s'appelait le Video Game Guitarist, qui avait fait des shows et tout ça, puis qui faisait des covers. J'ai dit, hey, viens donc faire un solo sur cette chanson-là, ça te tente-tu? J'adore ce que tu fais. Fait que j'ai envoyé la structure, j'avais tout fait l'arrangement métal du bout du solo, puis il m'a patché ça par-dessus. J'ai bien aimé faire ça, mais en même temps, ça m'a rappelé que c'était très métal, un peu trop métal pour ce que je voulais faire dans le fond. Donc voilà, là je vous présente rapidement mon work chain. Donc, ce que je fais essentiellement, au début, j'avais acheté une guitare MIDI. Je m'étais dit, bon, on va acheter une guitare MIDI, ça va faire des notes, on va voir. Ça fait pas la job. Ça fait pas la job, en tout cas, pour faire du métal. Je pense que ce serait bon pour faire du folk, par exemple, parce que tu joues ton accord, toutes les notes sont là. Tu joues ton autre accord, pour ça, tu ajustes un petit peu le timing. Mais pour faire des riffs de speed metal assez rapides, moi, la détection n'était pas assez précise, puis ça fonctionnait pas. Peut-être que j'avais une Yamaha assez cheap, là aussi, là, ça se peut. Mais j'ai pas expérimenté tant que ça non plus, parce que je trouvais ça plus intéressant d'avoir l'hybridation du son de métal, d'une vraie guitare, d'une vraie distorsion, par-dessus le 8 bits. Et la structure 8 bits derrière, ben, il faut que je la code à mitaine, si on veut, en MIDI. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu long, mais c'est comme ça que je procède, pour l'instant en tout cas. Donc là, je vais vous montrer des projets en cours. J'en ai deux. Donc, premièrement, pour montrer un peu les outils, voici The Trooper, tel que performé par Iron Maiden, qui serait rentré dans une chip 2A03 de NES. Donc voilà, on a les instruments, guitare gauche, guitare droite, bass, la voix, on va mettre le drum. Ça, je trouve que ça sonne bien. Alors, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer. Mettre des samples avec un bit crusher. Un bit crusher, ça réduit la fidélité du son. Donc, sur le kick, par exemple, si je le mets en solo, avec le bit crusher, si je l'enlève, c'est un kick de bass drum, mais je peux configurer comme ça la réduction de la qualité pour que ça sonne un petit peu comme à l'époque où on avait des samples de kick de drum dans la trame sonore de Mario Bros 3, par exemple, célèbre pour ça. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Ça donne un drum beaucoup plus vivant aussi et qui garde quand même le feel lo-fi, le feel 8 bit aussi. Là, chacun des instruments, évidemment, peut être configuré. Donc moi, ce que j'utilise, c'est des VST, donc des instruments virtuels, qui encodent un signal MIDI. Il y en a plusieurs qui existent. Ça, je trouve que c'est le meilleur. Le NES VSTi s'appelle NES 2, en fait. C'est développé vraiment par des chercheurs à University of Miami qui veulent émuler parfaitement la chip. Puis l'interface graphique est facilement utilisable, donc on peut configurer le son à l'intérieur des limites que nous prescrivait la technologie à l'époque. Donc on a vraiment le son authentique, mais avec une interface conviviale et accessible, je dirais. Donc par exemple, ici, il y a un looping dans mon son. Donc mon son peut looper sur toute la longueur. Je peux le configurer un peu avec la saturation du signal.
Ok, j'avais une fausse note. Ok. Voilà, donc voilà, on peut le configurer de toutes sortes de façons possibles pour avoir plusieurs types de sons. Donc le plus incisif. On peut aussi avoir un son qui se module à travers le temps sur chacune des notes. Donc ça aussi c'est intéressant. Ça peut sonner plus ou moins bizarre, mais ça sonne toujours quand même conforme à ce qu'on pouvait faire sur une NES. Ça c'est important. Fétichisme technologique à part. Il faut vraiment donner la sensation que c'est pas juste d'électronique cheapo, tu sais. Il y a une recherche sonore aussi qui est voulue, et ça évoque avec force un certain type d'imaginaire. L'imaginaire Nintendo n'est pas le même que l'imaginaire d'Acid de la Commodore 64 ou que l'imaginaire de la Game Boy. Donc on peut modifier plusieurs paramètres comme ça. Bon, le volume pour l'attaque aussi. Là, il n'y a pas l'idée d'essayer d'imiter de la guitare, d'habitude. Là, ici, bon, c'est Iron Maiden. Peut-être que ça teinte notre regard, évidemment. On essaie de faire des choses en fonction de ça. Mais je vais vous présenter un autre projet qui est en cours. Là, c'est vraiment rough, là. Donc, c'est les voix pour placer les morceaux, voir un peu la structure d'ensemble. C'est pas la version finale, ni pour les guitares d'ailleurs. J'ai juste enregistré tout pour tout avoir à la même place, là, mais on s'entend que c'est pas final, ni final. Une des choses que je vais essayer, c'est de mettre un bit crusher sur la voix comme telle. Je vais essayer dans une autre version de ce projet-là. Donc, je vais en mettre un vite juste pour voir. Le fil Blade Steel. Je sais pas, ça me paraît intéressant, mais il ne faut pas abuser non plus. Donc, peut-être le localiser quelque part dans quelques effets, ou je sais pas trop. Et comme je le disais, bon, ici, j'ai mes tracks de guitare. Ma track de guitare enregistrée, dans le fond, et qui est doublée par le son 8 bits comme tel, donc le rhythm. Au début, je spécialisais ça un petit peu différemment. J'essayais d'avoir le son 8 bits très large, ou la guitare très large, puis le son 8 bits plus à l'intérieur. Finalement, j'ai trouvé que l'effet d'hybridation était plus intéressant quand on mettait ça vraiment sur la même spatialisation, ou presque, à 3 degrés de différence peut-être. Donc, on va avoir vraiment le 8 bits puis la guitare en même temps, simultané. Comme si ça venait d'une même seule source. Donc voilà. Essentiellement, je compose, moi pour le MIDI, j'utilise Guitar Pro parce que je sais jouer de la guitare, mais pas grand-chose d'autre en termes de musique. Donc, j'utilise Guitar Pro pour composer, j'exporte le MIDI dans Reaper, que j'utilise parce que c'est fantastique, Reaper. Là, j'applique mes VST dessus. Mais juste pour vous pousser un petit peu la réflexion, disons, sur les sons, si on écoute le lead ici, j'ai pas de plan précis sur qu'est-ce que c'est en termes de référentialité. Je vais louper pour vous montrer qu'est-ce qui arrive si on utilise un autre outil. Ça, c'est Nintendo, justement, qui est plus près du son original authentique que d'autres qu'on peut utiliser. Mais au début, moi, j'utilisais Triforce. Au début, j'avais utilisé Triforce, mais Triforce nous permet de faire des choses que la puce ne permet pas de faire, et le son n'est pas le même. Donc, ça sonne juste un peu cheapo. Juste un peu cheapo. Ça sonne un peu cheapo. Parce qu'on a un radial, dans le fond, pour contrôler le degré de saturation du signal, alors que normalement, sur la NES, il y a 5 settings possibles. 6%, 13,5%, 25%, 50%, 75%, 100%. Ou quelque chose comme ça, mais 75 et 25, c'est la même tessiture. Donc, là, ici, on peut avoir des sons qui n'existent pas pour vrai. Et voilà, ça peut être dangereux. Si on veut vraiment être authentique. Là. Ah, ça, c'est coarse.
Donc au début, j'utilisais ça, mais finalement, comme diraient les trolls dans World of Warcraft, stay away from the voodoo. C'est pas naturel ce truc-là. Donc ça permet de faire des choses qui se pourraient pas normalement. Alors là, je termine en vous parlant des paroles et normalement il y aura un bloc de prestations qui reste, mais je sais pas trop, là, le temps nous est compté. Donc en fait, je demandais à Serge qu'est-ce qu'il préférait. Est-ce qu'on parle des paroles et de l'écriture et de l'idée derrière la transfictionnalité? Est-ce qu'on passe directement au bloc prestation? Moi, je pense qu'on passe au bloc prestations et questions après. Parfait. Si Faisons ça. Non, ça me va. Fait que là, ça, c'est les paroles. Bon, donc je vous présente deux chansons. In the Year 2000X, ça, c'est une chanson que j'avais faite à l'époque de mon album 8-Bit Metal, releasé gratuit 2005-2008, entre ces eaux-là. Donc, c'est comme le avant. Puis après, il va y avoir la chanson que j'ai finie récemment qui s'appelle F-Zero Racing, qui est sur F-Zero. Ça va bien vous montrer la différence entre les deux sonorités. Je considère que c'est beaucoup plus abouti du côté de F-Zero Racing. Comme je disais, je n'écris pas mes chansons dans l'optique de les performer live. Fait qu'en même temps, on verra ce que ça va donner. Je vais essayer de leur rendre justice. Je vais essayer de chanter In the Year 2000X comme je l'ai enregistré, même si, bon, je ne sais pas si c'était vraiment une bonne idée. Mais on va s'essayer avec ça. Puis vous allez voir les paroles qui vont être sur le côté de toute façon, donc ça va vous donner une indication aussi des deux. Donc on se lance sans filet, go! Maestro! Skyscraper high, the city lights are shining on, and I know that we're fighting for.
skip le outro. Ça, c'est une vidéo qui avait été montée par un fan, en fait, qui m'avait monté une vidéo comme ça. C'est un speedrun de Mega Man 2, pour ceux qui connaissent ça. Et là, la prochaine vidéo, ben, je l'ai bricolé moi-même, mais c'est vraiment pour illustrer. Mais quand même, ça va donner une idée un peu. prendre les questions. Merci. Merci beaucoup, Dominique.